I want to ride my bicycle, bicycle. Eh bien bonjour à tous, donc pour ce tout nouveau podcast sur le cyclisme, donc un podcast qui vous est présenté par PCM France. Le sujet de ce mois-ci, enfin de ce mois de mai, ça va être logiquement être le Giro, qui affole un petit peu l'actualité cycliste. Et je ne suis pas tout seul donc pour ce podcast. Alors je suis Théo, plus connu sous le pseudo de Horse sur le forum PCM France, et je suis accompagné de Alexis, plus connu sous le pseudo de Néomésis. Dis bonjour. Bonsoir. Voilà, oui, bonsoir. Bonjour, ça dépend à quel moment vous nous écoutez. Et également le grand patron de PCM France, Monsieur Kenan, plus connu sous le pseudo de Kenan. Bon matin. D'accord, Et mais très alors, bien. Lui, il a décidé l'invité du jour. Voilà, et l'invité du jour, qui peut s'en aller à tout instant, je vous préviens, il a une connexion pourrave. Ça fait déjà 3 fois qu'il nous quitte, qu'il nous claque entre les doigts, mais il revient à chaque fois. C'est Cyril, le revenant, plus connu sous le pseudo de Siro. Bonjour, es-tu là? Es-tu présent? Nous entends-tu? Je suis là, merci. Voilà, il a également le micro le plus pourri de la Terre. Voilà, merci Cyril de participer à cette émission et de la rendre pourrave. Voilà. Alors donc le sujet... C'est sûr qu'au début c'était génial. Ah oui, non mais oui. Le sujet donc de ce mois, c'est le Giro, et c'est donc logiquement l'émission va être essentiellement concentrée sur ça. Donc on va grosso modo parler du parcours, des favoris pour le général et également des sprinters. Et on finira sans doute l'émission avec la question franchouillarde, à savoir qu'est-ce qu'on peut attendre des Français cette année sur le Giro, sachant qu'ils sont environ 3 au départ. Ça va être très rapide je pense, mais bon. Voilà, donc on peut tout de suite démarrer par le parcours de ce Giro qui s'élancera le 6, il me semble, 6 mai, voilà. Et qui 9. Non, le 6. Ah oui, le 9 non, peut-être. le 9. Voilà. Ça c'est de la préparation, donc ça sera le 9 effectivement, et qui s'achève le 31. Donc là je me suis pas trompé, il me semble, c'est ça. Non, donc voilà. Ça. Voilà, du 9 au 31 mai, donc le Giro à suivre. Et donc un parcours, qui veut en parler en premier? C'est un parcours un petit peu particulier. Je trouve que personnellement, il dénote un peu par rapport aux années précédentes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'il veut se lancer peut-être? Qui c'est qu'il a étudié en détail ce parcours? Kenan peut-être? Je ne l'ai pas du tout étudié en détail. Je l'ai regardé, mais après, oui, je vois pas trop en quoi il change des autres années en fait. Il y a toujours autant de montagnes, toujours. Dès la première semaine et jusqu'à la dernière. Et toujours 4 ou 5 gros cols pour finir sur une seule étape. Ah, je trouve pas du tout, justement. Je trouve qu'il y a vraiment qu'une seule étape de montagne sur la première semaine. En l'occurrence, l'étape numéro 5, avec l'arrivée à Abetone. Je sais pas si je le dis bien, mais c'est un truc comme ça. Et c'est pareil, la seconde semaine, il y a une étape à l'arrivée à Campitello Matese, étape 8. Mais après, c'est surtout soit des étapes de place, soit des étapes avec un petit peu de relief, mais vraiment pas grand-chose. Et c'est vraiment que la dernière semaine que je trouve assez énorme, avec en effet 4 arrivées au sommet. Voilà, je suis en train de regarder en même temps, donc c'est pour ça que j'ai un peu visé sur le nombre. 4 arrivées au sommet sur les 7 dernières étapes. Ça, en effet, c'est beaucoup. Voilà, mais je trouve l'étape 16. L'étape 16. Oui, étape 16, l'arrivée à Ripaprica, ouais, j'ai compté ça comme une arrivée au sommet, même si c'est pas très difficile visiblement. Mais donc, moi je trouve que vraiment les difficultés sont concentrées vachement en dernière semaine, et que du coup ça dénote un peu des années précédentes, où en effet ça partait un petit peu dans tous les sens, donc je suis pas tellement d'accord avec toi, Kenan. Je sais pas ce que tu... oui, mais attends, une étape de montagne dès la première semaine, Il y a toujours eu ça. Pareil pour... oui, mais justement, il y a toujours eu ça, c'est une tradition chez eux, et par exemple sur le Tour, t'as jamais ça. Donc après, c'est peut-être aussi parce que moi, je suis trop habitué au Tour, mais... souvent, en fait, sur le Giro, on a plusieurs étapes de montagne dès la première semaine, parce qu'il y a plusieurs massifs montagneux en Italie, et du coup, ils essaient de passer, ils font entre guillemets un massif par semaine quasiment. Du coup, on a chaque semaine 2 ou 3 étapes de montagne, je trouve. Sur les années précédentes, c'est ce que j'ai constaté. Et là, cette année, ils ont vraiment limiter le nombre sur les 2 premières semaines, je trouve. C'est ça que je trouve qui est vraiment différent par rapport aux années précédentes. Ouais, après je trouve quand même qu'il y en a beaucoup pour un début de course. Et même eux sur la notation qu'ils donnent aux étapes, ils donnent déjà 4 étoiles à la 4e étape, ils continuent, il y a deux autres étapes à 4 étoiles dans les 10 premiers jours, donc ça fait quand même beaucoup. Ouais, mais c'est pas des étapes, je trouve que c'est sur les profils, c'est des étapes de vallonner un petit peu. Après, je te rejoins sur le fait que c'est beaucoup plus difficile que des étapes sur le Tour.
Mais le Tour au niveau parcours, on sait très bien que c'est Alpes et Pyrénées, et entre les deux, ils mettent pas grand-chose quand même, ils tentent pas grand-chose. C'est pas forcément plus difficile que sur le Tour, c'est parce que là, on a mis de la montagne en première semaine, mais sur le Tour, enfin, on passe par la Belgique, on passe par les pavés, enfin, ça revient au même finalement. Oui, voilà, c'est plus difficile en montagne, mais il n'y a pas vraiment d'autres difficultés, en tout cas cette année. Je crois pas qu'il y ait des Strade Bianche ou quelque chose comme ça. Ça, je dois avouer que je sais pas du tout. Je sais qu'on passe par le mont, le collet d'Elfinestre, qui lui a des, entre guillemets, des Strade Bianche avec un final sur le gravier, mais des Strade Bianche purement sur le plat, comme on a pu voir quelques fois lors des années précédentes. En effet, je pense pas qu'il y en ait. Non, il y en a pas cette année, il y en a pas, j'ai vérifié. Très bien, ben, il y en a pas donc du coup. Donc voilà, il n'y a pas de difficulté secondaire, c'est vraiment que la montagne et ce gros chrono Bon, bizarre. Alors, et est-ce que vous l'aimez le parcours? Est-ce que vous le trouvez que, vous pensez qu'il va être intéressant, ou est-ce qu'il vous fait, qu'en est-il? Si, Ouais. il peut être assez intéressant, je trouve. Bah, moi, j'attends surtout de voir le chrono de 60 bornes, là. Voir ce que ça donne un peu. Ouais, un très très long chrono. Ça peut être, ça peut faire mal à certains comme l'an dernier. Ah, surtout qu'il est pas tout plein, hein, quand même. Il y a des difficultés au niveau, à peu près à la moitié et sur la fin. Ouais, Après, ce que je regrette, c'est qu'il soit placé avant d'un seul coup 4 étapes de montagne, enfin 3 étapes de montagne, non 4 étapes en 5 jours. Et c'est dommage de pas l'avoir mis au centre pour voir vraiment mettre un coup à ceux qui ont souffert sur les 2-3 premiers jours montagneux. Et en même temps pour être dans un massif et pouvoir faire ce qui a fait aussi la particularité du Giro, des contre-la-montre en côte. Ouais, tout à Là, fait. il est quand même beaucoup plus plat que les dernières années. Ouais, le placement, en effet, du contre-la-montre fait que, en fait, tout l'intérêt du Giro va être concentré sur une seule semaine. C'est limite, vous suivrez 2 étapes sur les 2 premières semaines de course et vous aurez pas raté grand-chose, quoi. C'est vrai qu'enchaîner toutes les étapes intéressantes d'un coup, c'est pas forcément une stratégie que je trouve hyper maligne, quoi. Ouais, je suis d'accord. Le parcours, globalement, je l'aime bien, mais les 3 dernières étapes, là, enfin les 2 dernières étapes plutôt, les montagnes, ainsi que le contre-la-montre, ça va se jouer surtout là, et entre les deux, je pense que ça va être de l'attentisme, surtout quand on voit le cyclisme en ce moment, c'est de plus en plus ça, et là, ça invite à ça. Ouais, c'est sûr, parce que l'étape 18, c'est une arrivée en bas d'une descente. L'étape 16 vers Aprica, même s'il y a eu des gros cols avant, c'est une étape roulante, donc en fait tous les écarts vont se faire sur l'avant-dernier col de la journée. Il y a quand même l'étape 15, avec l'arrivée au Madonna di Campiglio. Je me régale avec ces noms, qui a qui est un col assez difficile, donc ça peut bouger sur cette étape 15 aussi. Après les étapes 16 et 20, ça bougera si Contador est pas en tête. Parce que lui, forcément, il tentera quelque chose à ce moment-là, surtout sur la 20e, parce que forcément, c'est l'arrivée le lendemain, et en plus, elle est faite pour une attaque dans l'avant-dernier col, parce que le dernier, il sert à rien. Vers Sestrières, c'est pas un col, ça monte, mais c'est pas dur, et... Ah, ça aurait pu être beaucoup plus épique si en effet l'arrivée était arrivée au sommet de Delphinestré, quoi. C'est clair que... Ouais, après ça aurait fait du coup un col d'un seul coup. Bon, ça aurait fait pas forcément été super, mais le syndrome Ventoux. Si Contador est 2e ou 3e, là il tentera quelque chose et ça peut être beau. S'il est premier, ce sera chiant. Bon, l'avantage que le sommet soit pas au Delphinestré, c'est qu'on va avoir droit à la descente, qui elle peut elle-même faire des écarts tellement elle est difficile. Ouais, c'est vrai aussi. Et après, je remarque que Finestre, c'est la Chima copie. Et ça veut dire que on a perdu 1000 mètres par rapport à l'an dernier, quand même. L'altitude maximale. Ils vont pas dans le nord dans les, comment ils appellent ça, là, les Dolomites, où il y a les grands cols, donc, il n'y a pas trop d'altitude monstrueuse. Mais je trouve que cette année, le fait que ce soit concentré sur une seule semaine et non plus réparti de façon aussi énorme sur toutes les 3 semaines de course, j'ai l'impression qu'ils ont un peu tenté de... Enfin, je sais pas, mais ils ont un peu arrêté leur bras de fer avec la Vuelta, là, où le Giro et la Vuelta se battaient pour avoir le statut de 2e meilleur grand tour, et on voyait des parcours complètement what the fuck, avec par exemple la Vuelta, une année qui avait une dizaine d'arrivées au sommet, là, c'était absolument n'importe quoi. Et ben, j'ai envie de dire que le Giro est le premier un petit peu à pas baisser pavillon, mais arrêter cette guerre inutile. Voilà, cette guerre inutile et un peu ridicule, parce qu'on arrivait comme je dis, sur des parcours qui étaient complètement, mais tous plus hallucinants que les uns que les autres.
Et c'est pas un mal, quoi. C'était pas un mal parce que ça faisait des coureurs qui ils terminaient mais complètement cramés là. D'ailleurs, ils avaient commencé à gueuler sur la Volta, je me rappelle, il y a 1 ou 2 ans, là, où ils passaient avec des cols à des passages À à 24%. ouais, ça. voilà, et les coureurs n'en pouvaient plus, ils se faisaient pousser par les spectateurs tellement ils n'arrivaient pas à avancer. C'est Cataldo qui avait gagné là-haut. Alors après, je me souviens plus du détail, mais je sais qu'ils gueulaient vraiment, et il y avait notamment les mecs du groupe Eto, qui étaient ceux qui étaient les moins à l'aise, et qui commençaient un petit peu à critiquer les organisateurs et tout. Et c'est bien que ça stoppe un petit peu cette escalade-là, qui était un peu inutile et vaine, parce qu'on sait tous que c'est le Giro, le deuxième plus grand tour, le deuxième meilleur grand tour. Et c'est aussi pour ça que la Volta attaquait avec des Ouais, mais ce que je trouve dommage, c'est très gros parcours. C'était pour essayer de vivre par rapport au Giro, mais après. bah, ce qui est trouvé dommage, c'est que le Giro se prenait au jeu et répondait Oui. un petit peu, quoi. Enfin bon, ça s'est calmé. Après, il y a eu Zomegnan, je crois, son nom. Alors là, Et de Man qui a fait le 2-3 patron tours avant caisse. Ouais, qui est devenu fou et qui a il a mis tous les cols les plus mythiques à la suite. Enfin, en une semaine, tu visitais la montagne italienne. C'était réglé. Ça a fini par une grève des coureurs pour pas monter je ne sais quel col qui n'a du coup pas été monté, parce qu'il était beaucoup trop dangereux, avec une Ouais, descente. le Sénis. voilà, c'est ça, Ouais, voilà, c'est- exactement. Mais c'était, ouais, c'est Côté ça. de Concola, Ouais, une en descente à effet. grave, au bord du ravin. En effet, ouais. Donc, des petits changements dans l'ensemble, là, tous les quatre, on est un petit peu positif sur ce parcours. Mais surtout, j'ai envie de revenir un petit peu sur le contre-la-montre de 59 km. En effet, c'est quelque chose il y a que le Giro qui nous propose des contre-la-montre aussi longs. Ça dépasse rarement les 50 km, parce qu'on se dit que, les organisateurs se disent que les rouleurs vont plier la course. Et là, ils décident de mettre, en effet, un contre-la-montre de 59 km. Ça me rappelle un petit peu celui il me semble que c'était les 2009, l'année où Menchov avait gagné, avec un contre-la-montre de 72 km qui avait été programmé. Et c'est d'ailleurs Menchov qui l'avait gagné. Et Ah, ça avait été... Il était pas tombé sur celui-là? Alors ça, il était tombé sur le contre-la-montre final, l'arrivée Ah. à Milan, dans une ligne droite, hein, il y a que Menchov pour faire ça. Et mais non, là c'était au milieu du Giro, il y avait un contre-la-montre de 72 km, et les routes étaient tellement sinueuses et escarpées. Je me rappelle que les coureurs n'avaient pas couru le contre-la-montre, avaient des vélos de contre-la-montre, mais avaient des vélos normaux. C'est-à-dire que les vélos de contre-la-montre pouvaient pas tourner assez sec et tout pour ce parcours. Du coup, ça avait donné quelque chose de absolument c'est un petit peu rentré dans la légende, hein, le fait qu'on s'en souvienne encore. Enfin, en tout cas, moi je m'en souviens encore. Donc ça ressemble un petit peu à ça, quoi, un contre-la-montre exigeant. Alors je suis pas sûr qu'il le fasse avec des vélos sans guidon très athlète, mais à mon avis Après, je sais pas si c'est la veille d'une journée de repos, mais si c'est pas le cas, ça pourrait être intéressant de voir comment les favoris le jouent par rapport à une arrivée en sommet assez difficile le lendemain à la Madonna des Campiglio. Parce que 60 km à fond, t'as une étape arriver en sommet le lendemain, ça peut être, je sais pas, ça peut faire des éclats peut-être. Mais je pense qu'il y a peut-être eu un repos. J'ai pas fait attention au repos par contre. Non, je crois pas que ce soit à ce moment-là. Par contre, Alors, ça pendant peut que t'es en faire train de mal à parler, des coureurs pas expérimentés. Ah, c'est sûr que les écarts là ils vont être assez énormes parce que sur Alors, 60 bornes, que tu sais pas vraiment bien rouler par rapport aux autres, bah tu vas prendre. Ouais, Madonna di Campiglio, c'est juste le lendemain et c'est après la journée de repos. Voilà, les journées de repos, ouais, en effet, entre la 15e et la 6e étape, donc on a le contre-la-montre et derrière l'arrivée au sommet qui s'enchaîne. Et pour un type comme Haru l'an dernier qui avait craqué sur le contre-la-montre, là, avoir le lendemain une grosse étape comme ça peut lui faire mal. Un coureur dans le genre qui sait pas vraiment gérer les longues distances. Après, faut voir parce que Contador, Uran et Porte, ils peuvent presque être dans le même temps sur ce type de parcours. Et Uran avait gagné l'an dernier. Donc c'est pour ça. Il avait gagné ou il terminé de second, je sais plus. Non, il avait gagné. Il avait gagné. Il a pris le maillot rouge où il l'avait déjà, mais il avait confirmé le maillot rose. Il l'a repris à Evans. Et il avait failli gagner grâce à ça parce que Quintana était pas au top à ce moment-là. Non, bah après Quintana il a repris le maillot parce qu'il avait pris une longue échappée il me semble. Mais sans ça, Uran pouvait gagner. Donc l'an dernier ça avait permis un gros spectacle parce que t'as un favori, le grand favori qui s'était retrouvé lâché et qui avait été obligé d'attaquer de très loin. Donc peut-être que cette année ça peut créer ça, surtout sachant qu'il y a que la grosse étape est juste le lendemain.
Ouais, surtout qu'en fait, les étapes entre guillemets décisives sont vraiment après le contre-la-montre. Donc, on va pas avoir l'attentisme qu'on a souvent sur le Tour de France, où sur l'étape de montagne, on se contente de suivre et on fait la différence après sur le contre-la-montre, parce que là, la différence sera déjà faite. Donc, ça obligera les grimpeurs à attaquer et les autres à tenter de résister. Donc, ça peut être vraiment très intéressant de pas mettre un contre-la-montre à la veille de l'arrivée ou ce genre de truc qui souvent un petit peu bloquent les coureurs et qui les empêchent d'attaquer, quoi. Finalement, le placement, il est pas si mauvais, alors. Ouais, ce que je trouve, ouais, c'est pas faux. Ah, ouais. Finalement. Faudra voir, parce que ils peuvent aussi tous le jouer en dedans pour garder de l'énergie pour le lendemain. Ouais, Ça il fait qu'il nague, après qu'il le fait bien, et après il y a une sacrée avance. Hein. Et mais après, oui. ça peut être du bluff. Hein. Est-ce que tu cours un contre-la-montre de 59 km en dedans? Parce que forcément, il va y avoir des écarts monstrueux. Il aurait fait que 20 km. En dedans, t'aurais perdu, si t'es un Uran je sais pas, un mec qui se débrouille pas trop mal ou un Vandenbroek, tu perds quoi? Une minute? Bah, c'est quand même Mais énorme. voilà, oui, ça reste, ouais, mais même pas une minute là, j'ai exagéré sur 20 mais km, une minute, tu prends une quand tu trentaine de t'économises, secondes. le lendemain, tu le Voilà, 30 secondes, plus 30 secondes. Alors que là, si tu t'économises sur 60 bornes, ça se compte en minutes et plus en dizaines de secondes, c'est pas pareil quand même. À mon avis, ils vont le jouer à fond. Ils vont le jouer à fond, mais il faut vraiment qu'ils le jouent à fond en sachant aussi, enfin en connaissant leurs limites et en se cramant pas, parce que là, tu te crames, tu perds 2 minutes comme à roulant dernier, et le lendemain t'arrives encore cramé de la veille parce que tu connaissais pas tes limites. Là, ça fait mal. Ah, Roux, il est jeune aussi. Bah, je pense qu'en fait, comme Contador, Uran ou Van Den Broek. Eux, ça leur arrivera pas. Mais je pense que justement, l'étape du Madonna di Campiglio, en fait, ceux qui vont briller, ce sera ceux qui ont le plus d'expérience sur 3 semaines et ceux qui vont être les plus à même à gérer le fait d'enchaîner des gros rendez-vous avec un contre-la-montre et une étape de montagne derrière, quoi. Parce que le coureur qui débute un petit peu sur 3 semaines, il va s'arracher sur le contre-la-montre et il risque de le subir le lendemain. Donc en fait, c'est pas juste le courir en dedans, c'est juste ajuster l'effort pour que tu sois à fond, mais pas non plus en sur-régime. Et voilà, et ça c'est les mecs d'expérience qui ont, à mon avis, profité, et on risque d'avoir sur cette étape 15 des mecs expérimentés devant et peut-être des craquantes de la part de mecs pour qui c'est pas forcément 3 semaines, ils ont pas forcément l'habitude. Je pense à Monsieur Porte notamment, mais on y reviendra quand on va faire en détail les favoris. Donc vous avez quelque chose à rajouter sur le parcours, peut-être le contre-la-montre par équipe, hein, qui, étant donné qu'il est le premier jour, je suis pas sûr qu'il ait une importance capitale, parce que non, ça va être des pertes de temps minimes, et c'est aussi pour ça que le contre-la-montre de 60 km est intéressant, parce que c'est le seul. Ouais. Après, il peut être intéressant quand même, parce que quand on voit que sur le Tour de Romandie, H2R a perdu 1 minute 20, oui, enfin, je connaissais pas la distance, hein, mais bon, ça peut quand même être désavantageux pour certains. Oui, c'est toujours des secondes de perdu ou de gagné, mais bon. Oui, c'est sûr, mais bon, là c'est, à G2R, t'as pris l'exemple de l'équipe sans doute qui est, c'est pas là où il y a les meilleurs rouleurs du peloton quand même. Mais ils devaient pas courir la Romandie en se disant que c'était la course de leur vie et qu'il fallait absolument la gagner. Aussi. Quand tu vois Bardet à la forme qu'il avait, il y avait moyen d'être plus haut dans le classement s'ils avaient bien joué ce contre-la-montre. Ouais, mais tu peux pas connaître ta forme et la forme des autres dès le premier kilomètre de la contre-la-montre par équipe. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour sur le parcours. On peut de suite passer au vif du sujet, j'ai envie de dire. Ça fait déjà quasiment 20 minutes, hein. Disons, le temps passe vite. C'est les principaux acteurs qui vont jouer le général. Alors j'ai sélectionné grosso modo, j'ai fait une petite liste là en consultant la start list d'une douzaine de noms sur lesquels on va venir en détail. Et première chose que je vais vous demander en fait, c'est je vais présenter le coureur et derrière je vais faire un tour de table pour avoir votre pronostic sur ce que vous pensez qu'il va faire au final sur ce Giro. Donc j'espère que vous avez tous compris, hein. C'est pas non plus hyper compliqué, hein, rassurez-vous. Donc le premier coureur, sans doute celui dont l'actu est la plus chaude, hein, c'est Zakharine, le coureur de la Katusha qui vient de remporter le Tour de Romandie et qui a accessoirement fait 9ème au Tour du Pays Basque cette année. Et pour qui c'est le premier grand tour, mais qui a un petit peu éclaté à la face du monde il y a tout juste une semaine. Et ça y est allé, hein, un petit peu, beaucoup d'accusations, etc. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Alors déjà, quels sont vos pronostics? On va faire dans l'ordre. Alexis, ton pronostic sur Zakharine? Dans le top 15, parce que il a brillé entre guillemets sur des courses d'une semaine, donc je le vois bien craquer sur la 3e semaine, surtout avec le chrono et toutes ces étapes de montagne.
D'accord. Cyril? Et moi, sur sa lancée, je le vois faire un top 10, voire entre 5 et 7, je pense. Mais je le vois fort, parce que même si j'ai des doutes sur lui, il est impressionnant et il n'y a rien à redire et il peut faire quelque chose, je pense. Surtout que le plateau n'est pas si élevé que ça, tout ça, donc D'accord. Kenan, ton pronostic? Ah, je dis top 5. Parce que, ouais. Et moi, je le vois hors du top 10 personnellement, hein, quand même, parce qu'il faut pas déconner. C'est son premier grand tour, hein, je vous le dis. Hein. Avant, Ouais, il est... c'est son premier grand tour, mais il est très en forme. Et Alors, la concurrence, c'est quand même pas énorme en face. après, Est-ce qu'il est pas en forme trop tôt? en préciser qu'il a dit, Oui. à l'issue du Tour de Romandie, que le Tour de Romandie était son pic de forme, puisqu'ils y allaient avec Spilak, qui Voilà. était un candidat à la victoire finale. Finalement, c'est lui qui l'a chopé, mais sur le coup, son pic de forme, c'était le Tour de Romandie, donc je pense pas qu'il soit... il Performant, sera troisième aussi semaine. performant sur le Giro. On risque de le voir sur les 2 premières semaines, entre guillemets, là où il y aura pas d'étape décisive trop. Il y aura 2 arrivées au sommet, certes, mais ça m'étonnerait qu'on le voit tenir jusqu'à la 3e semaine, parce que ça fait quand même un petit peu loin, quoi. Et alors, Zacharine, où est-ce que vous posez par rapport aux accusations entre guillemets, les suspicions, pas les accusations, les suspicions de dopage suite à sa performance un petit peu sortie de nulle part sur le Tour de Romandie? Merci pour cette analyse fine de la situation. Voilà, merci. Non, vas-y, Kenan. Oh là. Je sais pas du tout, parce que l'an dernier, il était dans une petite équipe et il avait pas des résultats exceptionnels malgré le plus faible niveau des courses qui courait. Par contre, il avait quand même quelques résultats et bon, il arrive là forcément dans une plus grande équipe et aussi il a fait 9e du Tour du Pays Basque, donc il a peut-être pris confiance avec ça et peut-être aussi acquis un statut de leader. Oui, personnellement, moi, avant que sa performance sur le Tour de Romandie, je pensais que Katusha allait en leader allait sur le Giro comme leader Karnetsky. Hein. Bon voilà, c'est pas non plus un truc. Eux le pensaient pas non plus. Hein. Oui, non, mais pas non plus un leader de ouf, mais je me disais que c'était plutôt lui qui avait le statut de leader, étant donné qu'il avait déjà brillé sur des classements généraux sur le Tour d'Autriche. Enfin, voilà, ça reste que le Tour d'Autriche, mais sur des tours un petit peu montagneux, plus que tous les autres équipiers qu'il y avait dans la montagne. Merci Cyril pour cet écho, c'est magnifique. Toujours aussi près. Voilà. Donc voilà. Moi, mais Zacharine, je trouve pas que sa performance... Cyril, tu fais chier. Hein, coupe-moi ça de suite. Je trouve pas que sa performance en Romandie soit... Alors bien sûr, je la trouve, comme tout le monde, exceptionnelle, parce qu'on personne s'y attendait. Mais le mec, je trouve pas qu'il sort de nulle part, quand même. Il est quand même... ça a été un des plus grands espoirs russes depuis qu'il est très jeune. Bien sûr, il y a le fait qu'il ait un passif de dopage avec une hormone alors contrôle positif aux anabolisants à 19 ans. Ouais. Un garçon précoce. C'est ça, exactement. Mais il a d'ailleurs avoué lui-même que c'était une erreur de jeunesse, etc. Enfin bon. Et il est toujours jeune. Oui, théoriquement, il a toujours que 25 ans, mais bon. C'est pour ça d'ailleurs qu'à mon avis, on l'a pas vu trop dans les classements, parce qu'il a eu cette suspension de 2 ans. Et Ouais. il a fallu un temps de réadaptation avant de revenir sur le devant de la scène, si je puis dire. Mais là, je ne peux pas dire qu'il ne s'est pas dopé, mais dès que tant qu'il n'y a pas de preuves, je préfère toujours défendre les mecs. Donc voilà, c'est quand même un mec qui a des grosses références, j'ai envie de dire, dans les catégories jeunes, et donc il fallait, au bout d'un moment, ça paraissait presque logique qu'il éclate au plus haut niveau. Alors peut-être pas de façon aussi brusque et aussi éclatante, mais au bout d'un moment, Zacharine, quand je regarde son palmarès en tant que jeune, il a quand même été champion du monde ou d'Europe junior du contre-la-montre, il me semble. Donc ça remonte à quelques années. C'était avant qu'il soit contrôlé positif, il me semble. Donc en contre-la-montre, il a des références. Hein. D'ailleurs, il a montré sur le Tour de Romandie. Mais là où ça a surpris le plus de gens, j'ai envie de dire, c'est en montagne, alors que en pratique, c'est là où il a eu le plus de résultats, puisqu'il termine 9e du Baby Giro. Alors c'est pas énorme, mais il fait notamment 2e d'une étape qui se terminait au Terminillo, il me semble. Et il en remporte une aussi. Il fait sur des étapes des arrivées au sommet, il était très bien placé. Il fait 3 podiums sur cette édition du Baby Giro où il termine 9e. Alors justement, le fait qu'il termine 9e est un petit peu c'est peut-être un indice sur le fait qu'il n'est pas hyper régulier. Donc du coup, c'est pour ça que moi je l'ai mis hors de mon top 10 dans mon pronostic. Mais voilà, Zacharine, je trouve pas que c'est une énorme surprise. Voilà. Des choses à rajouter sur notre ami russe? Ouais. Enfin,
Sa 9e place sur le Pays Basque, ça avait déjà presque créé scandale, alors que c'était quand même beaucoup plus proche des résultats qu'il avait eu avant. Donc, gagner le Tour de Romandie, c'est quand même un énorme palier. Ouais, mais qui était en Je forme trouve sur ça le Tour de brutal. Romandie? Qui était en forme sur le Tour de Romandie? À part Spilac. Sincèrement. Pinot. Puis, Pinot, il est pas en forme sur le Tour de Romandie, il se prépare pour le Tour. Il y a que ça qui l'intéresse dans sa Ah, saison. il a annoncé on avait fait un objectif de sa saison avec Tirreno. Et bim. Ok, je m'incline. Il a fait 4e des 2 courses, il trouve ça satisfaisant, enfin ce qui est satisfaisant pour nous aussi, je pense, parce que ça fait longtemps qu'on a pas eu un Français 4e des Tirreno ou du Normandie, mais il était en forme quand même. Ok, je m'incline. Mais après, pour le reste, dire que c'est un scandale que Zakharine termine devant Froome au contre-la-montre. Ah non, que ce soit un scandale pour Froome encore moins. Froome est hors de forme. Enfin, je Oui, comprends ça, c'est même clair. pas pourquoi il programme. Si, comme me l'a fait remarquer Alexis il y a 2-3 jours quand on a discuté, il était double tenant du titre du Tour de Romandie. Donc forcément, il est obligé de venir. Mais dans son programme de saison, je vois pas ce que vient foutre le Tour de Romandie au milieu là. Je comprends pas comment il peut être en forme sur cette course. Wiggins, c'est la même chose. Hein. Ouais, non, c'est leur programme, le Sky. Le Sky qui veut gagner le Tour est leader en Romandie et leader sur le Dauphiné. Et gagne le Tour. Paris-Nice, lui va Paris-Nice. À l'époque, Wiggins avait fait Paris-Nice, Romandie, Dauphiné et Tour, quoi. Ouais, mais maintenant c'est Porté qui fait... Voilà, mais bon. Ça revient au même. Il faut quand même jouer la gagne sur le Tour de Romandie. Oui, bah, après ils ont la capacité de jouer la gagne partout, c'est... Ouais, c'est le Sky quoi. Ouais, bref. Donc, bon ben Zakharine, il a du succès quand même. Hein. Le fait de le voir dans le sixième ou 7e Cyril, Kenan dans le top 5 il me semble, c'est... Ouais, hein. Vous êtes... c'est son premier grand tour. Bon, ouais, voilà. ouais, mais on verra. Bon, ouais, très bien. Alors ben on va passer à un prochain coureur, hein, qui lui n'en est pas à son premier grand tour. C'est, alors là, faut que je me concentre pour la prononciation. Steven Kruijswijk, ça marche, C'est ça. de Ouais. l'équipe Lotto Jumbo. Donc dans le plus gros coup d'éclat sur le Giro, c'est sa 8e place en 2011. Il a également fait 8e du Tour de Suisse en 2012. Et depuis, c'est le grand néant. Mais en 2014, il revient un petit peu en gagnant l'Arctic Race of Norway. Hein, voilà, une très grande course. Hein. Et en cette année 2015, sa meilleure performance, c'est une 15e place sur le Tour de Catalogne. Donc les pronostics, de suite, Kenan, qu'est-ce que tu penses de notre ami Déjà, je le vois dans le top 10, toujours grâce au peu de concurrence en face. D'accord. Enfin, Allez. peu de concurrence entre guillemets, mais ouais, dans le top 10. Alexis, top 10 ou pas top 10 pour Kruijswijk? Ah. Je sais que t'aimes bien la Belkin, enfin, maintenant la Auto Jumbo, donc t'es pas objectif sur le coup, mais... Bah, pour le coup, si, quand même, parce que je le vois mal dans les 10. Il avait fait un très bon Giro la fois dernière, mais depuis, il est un peu cantonné au rôle d'équipier, en fait, puisqu'il n'arrive pas vraiment à s'imposer comme a pu le faire Kelderman, comme a pu le faire Kelderman. Donc du coup, je le vois mal dans le top 10, parce que même sur ses autres grands tours, il n'y arrive pas à l'atteindre, quoi. D'accord, ok. Cyril, qu'on a perdu pendant quelques secondes, mais qui est de retour. Kruijswijk, que j'ai entendu, c'est pour moi... Kruijswijk, c'est une énigme. On pensait que ça devait être un grand coureur, mais moi, je le vois comme un pied. Si tu pouvais éviter de faire l'amour à ton micro en même temps aussi, ça serait bien, mais... Non, Kruijswijk, hors des 10. Merci. Merci Cyril pour ce moment. Donc, bah ouais, Kruijswijk, c'est l'ex grand espoir qui allait un peu fort, parce qu'il a fait 8e d'un Tour d'Italie, faut pas déconner, c'est pas non plus... Ça a été le grand espoir. Je suis pas sûr que Gesink, là, je sais pas comment on prononce, il avait fait beaucoup mieux à son âge, si. mais lui, il avait fait sur le Tour, quand même, Racing, qui me semble. Ah ouais. Et C'est après, il a eu une maladie qui faisait que son cœur s'emballait dès qu'il y avait trop de monde sur le bord de la route. Donc forcément, hein. Ouais, bah, bon, ça là, fait con. on parle de Kruijswijk. Et toi, Alexis, tu disais que, en effet, il avait du mal parce qu'il était jamais leader, mais là, il est leader. Est-ce que tu crois qu'il va pouvoir revenir? Je pense pas. Ça fait quand Ah, même... j'aimerais. Honnêtement, j'aimerais, mais je pense pas. Ouais, ça fait quand même... c'est un petit peu une nouveauté de le revoir en leader, parce que ça faisait un moment qu'il lui faisait plus Moins trop 3 ans. confiance. Ouais, Moins. ouais. Après, il est leader d'une équipe sans équipier. C'est vrai Pas qu'en effet, vraiment il y a depuis. personne. Il va se débrouiller tout seul. Et- Mais est-ce que c'est pas...
Cet hiver, ils se sont fait amputer de grands coureurs, hein, la Belkin, entre Mollema Oui, non, mais et Boss. Enfin, Boss. Non, mais quand tu Personne regardes, c'est un grand coureur, mais bon. quand tu regardes la sélection de l'auto, quand même, il y a pas quand même pas grand monde. Il y a Georges Bennett, c'est le seul grimpeur que je vois sous les yeux là, mais en même temps, est-ce que c'est pas un avantage? Est-ce que il a pas justement, il s'est pas un peu brûlé les ailes parce que tout le monde attendait trop de lui, et justement le fait d'être entre guillemets en électron libre dans l'équipe, avec personne autour de lui, personne entre guillemets pour lui mettre la pression, pas d'équipiers ceux qui lui sont attitrés, ça peut pas entre guillemets le libérer et faire qu'il soit performant. Je vais y arriver. Ah, peut-être, mais en attendant, sans équipier, il risque pas d'aller loin, quoi. Enfin, Ah ouais, non s'il mais a personne pour le protéger, quand tu vois l'armada qu'a amené la Tinkoff, par exemple, ben, ouais, c'est pas fou. le Jvaik aura pas la même protection. Bon, je pense qu'il faut, ouais. Je pense qu'on a fait le tour parce qu'en fait, moi aussi dans mon pronostic, je l'ai mis hors du top 10, donc on est à peu près tous d'accord sur le fait que le Hollandais là, Non, pas tous. Malheureusement. Il est pas si volant que ça, le Hollandais. Ah non, Kenan, oui, t'as dit qu'il était dans les 10. Ouais. Excuse-moi. Et Ouais. j'ai vu, et il est 15e du tour l'an dernier en tant qu'équipier. Donc tu Donc- tapes sur un retour du Hollandais volant. Je viens de faire soit il deux est fois la volant même dans blague une d'affilée là. descente et il se casse la gueule, soit il est volant dans les montées et il fait top 10, ouais. Ou alors il va couler avec le Black Pearl, enfin, on verra. Le Hollandais Ouais, coulant existe aussi. Ouais, mais le fait en effet qu'il n'y ait pas grand monde sur le Giro, ça peut pourquoi pas lui profiter. Bon. Alors, on enchaîne avec monsieur, une légende, j'ai envie de dire. Damiano Cunego, eh oui. Qui désormais est dans l'équipe Nippo Vini Fantini, hein, il n'est plus à la Lamprey, c'est une révolution pour lui. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Bah, et comme tous les vieux italiens, il part dans une équipe continentale, hein, j'ai envie de dire. C'est la seule équipe qui voulait de lui. Ah, mais même Pozzato est revenu. C'est pas faux. Alors, sur le Giro, c'est bien entendu une victoire au classement général en 2004, qu'il a révélé un petit peu au grand jour. Et ensuite, il a enchaîné avec beaucoup de places d'honneur, 4e en 2006, 5e en 2007, 6e en 2012, et en 2011, il est fait 6e du Tour de France, donc grosse performance aussi. Et il jouait surtout les Ardennaises, non? Exactement, ouais, c'est plus un puncher, c'est sûr. Et c'est d'ailleurs ça qu'il s'est orienté un peu vers ça dans la suite de sa carrière, ce qui fait qu'il a moins brillé sur les grands tours. Et il sort quand même de saison 2013 et 2014 ratées. C'est en tout cas ce que j'ai noté là. Donc je me fais confiance. Raté. Voilà. Ce qui est vrai. Et en 2015, quand même 5e du Tour du Trentin. Donc le tout récent Tour du Trentin. Donc il s'est posé quand même. Il s'est bien rattrapé avec cette nouvelle équipe. Alors de suite, petit tour de table. Qu'est-ce que vous pensez de Monsieur Damiano Cunego? Monsieur, alors Alexis, vas-y. Bah, il va intégrer le top 10, je le pense. Enfin, plus entre la 5e et la 10e place. Mais j'aimais quand même quelques doutes parce que, comme Kruijswijk, bah, il a pas vraiment d'équipier. Enfin, après, je connais personne dans son équipe, mais je le sens moins armé que les autres. Ok, Kenan, Mhm. ton pronostic? 17 jours avant de se faire choper. D'accord. Ouais, d'accord. C'est un point de vue. Très bien. Ah, tout à fait. Cyril, sur le Petit Prince, ton avis? Top 10. Oui, top 10. Il a pas une excellente équipe, mais ces Italiens, ils seront tous motivés. Ah, bien Il y a un sûr. japonais quand même. Mais je te rejoins parce que moi aussi, je le mets dans mon top 10, hein, au niveau pronostic. Voilà. Moi, je trouve que, quand même, 5e du Tour du Trentin, ça prouve qu'il revient, et puis, tu dis qu'il y a personne dans son équipe. Et t'as raison, Alexis, parce qu'en effet, il y a personne. Je l'ai sous les yeux, là. Je regarde, il y a Bisolti, Colli, après, c'est des mecs plutôt des sprinters, en fait. Je sais même pas qui c'est les Ce mecs. qui est dommage, c'est que dans l'équipe, ils ont un Nibali, le petit frère, et ils l'ont pas mis. Ah ouais, mais c'est un sprinter. C'était aussi bon. C'est un sprinter, le frère de Nibali, il me semble, donc ça l'aurait pas trop Oui, bien alimenté. mais il y a quand même le prestige du nom pour... Ah ouais, tu peux en effet tromper les mecs qui s'y connaissent pas trop sur le coup. Oh, ils ont Non, recruté Nibali. enfin, d'un point de vue sponsor, et on sait que c'est assez important quand même, avoir un Nibali sur le Giro, même pas un an après la victoire de l'autre Nibali sur le Tour, ça peut jouer. Ah ouais. En effet. Ça aurait été un bon coup de pub. Ouais, on peut en effet critiquer le côté marketing de Nippo Vini Fantini. Hein, vous avez pas été bons les gars. C'est dommage. Vous êtes passé à côté d'un gros coup. Donc bah ouais. Et voilà. Donc top 10. Monsieur Cyril, tu le vois dans le top 10 parce que c'est un Italien et parce qu'il est motivé. ça c'est de l'argument, j'ai envie de dire. Il a répondu au hasard, ouais. Non, motivé, c'était pour son équipe. Son équipe, même s'ils sont pas bons, ils sont motivés. Des Italiens, quand ils se motivent, des fois,
Il se Donc, transcende. il y a un type de Sofis qui va finir dans le top 10. Oui, alors qu'en effet, il y a que les Italiens qui se transcendent quand ils sont motivés. Les autres, c'est des peintres. Non, Ah, mais Les Espagnols, peut-être. Voilà. Ouais. Ils se transcendent ou ils se transfusent. Ouais, j'ai été la faire celle-là, c'est pareil. Voilà, mais ouais. C'est mauvaise langue. Bon, et Mais- Kenan, non. je trouve que t'es très mauvaise langue là, les pseudo accusations, parce que je suis désolé, Damien Cunego. Bon, certes, totalement clair, c'est sûr. il est d'une génération qui peut être encore un peu tendancieuse parce que il a commencé au début des années 2000 entre guillemets. Mais non, mais Cunego, il a quand même un tatouage avait marqué doping free sur le bras, il me semble. Donc voilà, le mec Ça veut dire libérer le dopage. non, ça veut rien dire du tout. Le mec, il se refait sa traduction. Ça veut dire sans dopage, mon cher. Très bien. Bon, Ouais, mais voilà, Parce je pense que... qu'Armstrong a toujours nié le dopage, il était pas dopé. C'est pas ça qui me fera croire qu'un type est pas dopé. Après, Il a pas souffert, il a pas souffert pendant 2 heures sur j'ai une des table. doutes sur lui, et s'il y a bien un type sur lequel j'ai des doutes, c'est lui. D'accord, ok. Ben, c'est un point de vue, très bien. Mais bon, toujours est-il qu'on a quand même, on est motivé là sur Cunego. Il y en a beaucoup, on est trois à le mettre dans le top 10. Hein. Bah, Mais comme j'ai- tous les ans, presque. Hein. Bah ouais, j'ai envie de dire quoi, tous les ans, il y a un Italien qui s'incruste, non, quand même pas tous les ans, mais les Italiens des équipes Conti qui s'incrustent dans le top 10, c'est pas non plus quelque chose qui est rare, hein. Ça arrive là. Un Scarponi quand il était chez Androni, un Di Luca malheureusement quand il était chez LPR, il me semble. Enfin voilà, il y en a toujours un. Bon, malheureusement des fois. Gagné. Il avait fait 3ème chez LPR, ou même gagné, je sais plus. Ouais, mais c'était l'année où il y avait Menchov là. Après, il a été bien entendu suspendu, mais voilà. Mais et après, malheureusement, dans ces exemples que je donne, en fait, il y a Di Luca et le troisième que j'avais, c'était le fameux Vini de l'année dernière là, c'était ou il y a 2 ans là, dont j'ai oublié le nom. Sant'Ambrogio. Voilà, Sant'Ambrogio, voilà, qui Ah, avait. tu faisais chaudière, quoi. Et Pas tu du peux rajouter Basso. Ah oui, Basso n'est pas une chaudière. Basso, il était Non, pas chez c'est les vrai. équipes Conti, hein, après. Non, mais dans Ouais. les Italiens qui s'incrustent dans le top 10. Bah, Et Basso, il a Basso est quand quand même même- gagné 2 fois. Oui, mais Cunego l'a gagné une fois, et Di Luca aussi. Ah, mais là, ce que je disais, c'est Luca. que Cunego, c'était parce que c'était un Italien d'une équipe Conti, tu vois. Il faut suivre Kenan, putain. Oui, Voilà. non, mais je ne suis pas. Ouais, d'accord. Bah après, le problème, c'est que, ouais. Sur le coup, là, sur les 3 exemples que j'ai donnés, il y en a quand même 2 qui, c'était pas top, quoi. Bref. Pas grave. Voilà. Bon, alors, on va passer au prochain coureur, qui sera sans doute moins sujet aux moqueries sur le dopage, puisque c'est un Gregario, Français. non, c'est un Gregario, c'est quelqu'un qui a vécu dans l'ombre pendant des années et qui enfin a le statut de leader. C'est alors je vais pas me lancer dans son prénom, par contre, parce que c'est un Polonais, c'est Niemek. Alors, je tente le prénom de Niemek, vous croyez ou pas? Ouais, il faut. Przemysław. Przemysław Niemek, ok, voilà. Ouais, Przemysław. Coureur de la Lamprey, et qui donc avec le départ de Cunego va se retrouver enfin leader sur le Giro. Donc 6ème du Giro 2013. 2013 d'ailleurs qui a été la meilleure saison de sa carrière. Hein. Et en 2015, c'est malheureusement des résultats pas hyper glorieux. 13ème du Tour de San Luis et 12ème du Tirreno, ce qui est un peu mieux quand même. Mais bon, rien de transcendant. Est-ce que vous y croyez ou pas à Niemek? Vos pronostics, donc déjà, on continue le tour de table. Cyril, Niemek, oui, non? Niemek top 10. Top 10 de Niemek. Il fait pas une putain de saison d'ici jusque-là, mais c'est pour être plus fort, peut-être, surtout l'Italie. Mais, Ça, c'est l'argument des faibles. Hein. Il se réserve pour la suite. Ça, combien de fois on l'a sorti celle-là? Il est motivé, Non, il est mais- motivé. Aussi, ouais. Niemek, ce genre de coureur, tu le vois pas beaucoup, mais au final, il est souvent placé et puis ça fait un moment qu'il est dans le peloton, il fait pas beaucoup de parler de lui, mais je sais pas, je le vois dans le top 10, oui. D'accord. 9ème, par là-bas. Kenan, Niemek. Top 15. Et pas top 10 par contre. Parce que 35 ans ça commence à faire. Et aussi parce qu'il a jamais été leader et c'est compliqué. En plus, je suis même pas sûr qu'il soit leader de cette équipe. D'accord. Alexis. Przemysław Niemek ne sera pas le premier. Allez, je sors une blague. Oh là là. Mais moi, je le vois plus comme un animateur, un mec qui va attaquer sur les étapes de montagne et rejoindre les échappées. Tenter d'avoir un bouquet ou deux comme ça, mais je le vois même pas dans le top 15. D'accord, ok. Et moi, personnellement, je ne le vois pas dans le top 10. Et Kenan, tu disais que tu le voyais pas leader. Qui tu vois leader chez Lamprey, sans déconner? Il y a personne là-bas par lui. Si on fait confiance à la liste, il y a Ulissi. Je sais même pas s'il a encore le droit de courir. Mais Si, oui, mais oui, il est leader, voilà. mais c'est pas un grimpeur, Ulisses. Pour le général, c'est quand même Niemek. ah non, c'est pas un grimpeur, mais enfin,
sur les étapes vallonnées, ça va jouer pour lui et Niemiec il va pas avoir sa carte à jouer, il va sûrement devoir courir pour Ulissi qui a quand même gagné déjà 3 étapes sur le Giro. Et à partir de là, Niemiec va s'épuiser pour rien, il va peut-être perdre du temps, donc je le vois. Enfin, je pense qu'à partir du moment où Ulissi aura commencé à avoir des bons résultats, ils vont le mettre leader plutôt que l'autre Polac. D'accord. Après, ils font peut-être comme Orica, c'est-à-dire ils y vont sans vraiment de prétendants pour le général, ils vont juste viser les étapes et... Oui, mais Orica, ils vont sur les grands tours sans prétendant pour le général parce qu'ils ont dans leur équipe personne qui a jamais brillé au général d'un grand tour, alors que Niemiec l'a fait. Encore. Ah, il l'a fait une fois aussi. Oui, il l'a fait une fois. Parce Mais qu'il l'a refait depuis. c'était il y a pas si longtemps, c'était en 2013. Ah, c'est comme Kruijswijk, hein, on sait pas s'il va réussir. Oui. Mais il a eu des résultats plus réguliers quand même que Kruijswijk. Putain, décidément, C'est vrai, ils ont c'est des vrai, noms c'est vrai, imprononçables, c'est ces mecs. 39e en 2012, 6e en 2013, 49e en 2014. Régularité quand tu nous tiens. Mais c'est parce qu'il a jamais été leader. Comme tu le soulignais, il a jamais été leader. Là, il est leader pour la première fois. Il va pas être En obligé de se 2013, il sacrifier. était leader ou pas? Non, il était pas leader. Ici. Oui, non, il me semble qu'il était avec, c'était pas avec Cunego. En 2013, Cunego il a coulé sur le Giro, non? Mais comme chaque année. Non, d'habitude dans le top 10 au moins. De suite, Wikipédia Attends. va me répondre à ma question. Enfin, à C'est votre ça. question. Et enfin, sûrement trop tard parce que je suis déjà dessus. Il y avait Scarponi. Ah, voilà, c'est Qui ça. a fait 4e. Voilà, mais il Hop, était équipier de luxe et il termine à moins d'une minute de son leader, quand même. Après, il a 2 ans de plus et 35 ans, ça commence à faire. C'est pas faux. Ah, il a c'est pas 35 ans le Polonais. Ouais. Ah, quand même. Alors Ah, c'est- Kenan, c'est- je veux quand même t'entendre ton avis sur les équipiers de ouf qu'a quand même Niemiec et Ulissi, donc que tu considères comme le leader. Je sens que tu avais quelque chose à dire sur le marketing de l'Empré qui se mondialise, j'ai envie de dire. Légèrement. Parce que il y en a un, il s'appelle Guangzhou, il vient de Chine. Un autre, j'essayerai pas le nom. C'est Ah pire si, que les noms, alors il vient ça d'Éthiopie. non. Là non. Tsabu Gebremarian Gramay, Voilà, merci. Faut assumer jusqu'au bout, hein, là, t'es obligé. un Éthiopien. Et ils ont Richeze qui est un Argentin, mais qu'on connaît déjà depuis plusieurs années. Lui, mais ça reste un marché émergent. Donc, eux côté marketing, tu vas pas me dire que le chinois est là pour le sportif, mais après, je soutiens totalement la présence d'un chinois dans une équipe. Ça peut que permettre de développer le vélo là-bas. Donc, ça, je suis content. Très bien, très bien. Et j'ai envie de dire que C'est cantonné. Oh, merci Cyril. On applaudit tous. Gremé, j'ai envie de dire quand même que c'est pas non plus un manche. Alors là, sur le coup, j'arrive pas à choper son son palmarès, hein, bien sûr, parce que quand j'en ai besoin, j'arrive pas à le choper. Mais il me semble quand même qu'il a eu des résultats. Parmi les Éthiopiens du peloton pro, c'est pas le plus manchot. Alors, il a 2 top 20 sur des étapes du Tour de l'Under cette année. Ouais, C'est cette déjà année. ça. Cette année, ouais. Ouais, mais même- 2 top 20. Par contre, il est champion gagné. d'Éthiopie, j'ai l'impression, parce que sur son profil, il a un magnifique maillot de champion d'Éthiopie. Il a gagné l'étape du Magnifique, Tour de magnifique. Taïwan en 2013. Oui, magnifique, ouais, il est carrément dégueulasse, mais bon. Enfin, pas grave. C'est un peu taoïste, tu vois, c'est... Ok. Sur Bon, le ben, Sur les courses du début de saison que je regarde, et oui. quand il est là, on le voit. Il roule, Oui, mais il est pas Il va invisible. déjà- Il est pas invisible, Cyril. C'est-à-dire qu'on le voit, c'est normal. C'est physique, on le voit. Oui, Il vaut je mieux te qu'il roule, hein, parce que s'il va à pied... Ouais, voilà, c'est Cyril. Le Alors, voir, c'est tout à fait Là, normal. c'est très faible comme jeu de mots, mais ouais. J'espère qu'il gagnera l'étape. C'est le genre de quoi j'ai envie de les voir gagner l'étape. Attendez. Il a fini 11e du Tour de l'Under. Ah, Oui, voilà. ben voilà. C'est pas mal. Et si c'était lui le leader? Ouh là là, ouais, non, ouais, là, faut pas s'arracher là. Ulissi et Niemiec qui roulent pour un Éthiopien de 23 ans. Ah, tout est possible. Ouais, fait non pas tellement quand même. Donc voilà, donc les mecs ne récoltent quand même pas beaucoup de suffrages, hein, j'ai envie de dire. Du coup, on va passer à un espagnol. C'est putain, on continue avec les noms imprononçables. C'est une véritable malédiction pour moi. C'est Beñat Insosti. Je l'ai bien dit. Parfait. Voilà, coureur de Ouais. la Movistar, 8e en 2013, qui a terminé cette année 3e du Tour d'Andalousie et 2e du Tour de Castilla et Léon. Non, Castilla y Léon, parce que si je fais moitié français, moitié espagnol, ça fait pas du tout. Donc voilà, Beñat Insosti, vos pronostics, mes chers amis. On commence par Cyril, parce que j'ai envie de commencer par Cyril. Et en fait, à vrai dire, il faut voir par rapport à son équipe Movistar.
S'ils sont motivés ou non. j'ai justement oublié la star list de leur équipe. Et ben, Mais- figure-toi, je vais te la Ils ont répéter. Amador, Capecchi. Ruben Fernandez. L'autre. Ruben Fernandez qui est très bon aussi. Jesus Rada, ils ont une très très grosse équipe. Ils ont le frère de Nero Ouais. Quintana d'ailleurs. Ils ont une très 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 grosse équipe en montagne, j'ai envie de Ils dire. ont Mais Ion Izagure. voilà, ils ont une grosse équipe en montagne, mais leader de troisième zone, enfin le troisième leader de l'équipe, j'ai envie de dire. Mais ils sont tous du Et- même niveau, c'est un problème. Voilà, du coup, c'est ça le truc. Ce que j'allais dire, c'est que Inossi Et pour moi, a ils fini vont- 8ème en 2013, Ouais, hein, du c'est un Giro. problème. moi, je pense qu'ils vont claquer les étapes, mais je sais pas si Injusti fera. Ouais, à la limite, ouf. À la limite, ouais, je vais mettre top 10, mais vraiment tout à la fin du top 10. D'accord. Peut-être une échappée, il gagnerait une étape et il se retrouverait bien devant, mais je vois pas s'accrocher avec les favoris, parce que je sais pas. Je pense qu'ils vont claquer les étapes plutôt, les Movistar. Ok. Kenan, ton avis? D'accord, c'est Pareil, ils jouent les étapes Movistar. très bien, donc tu vois pas dans le top 10. Alexis? Non. Bah, je suis un peu du même avis que mes deux compères là, parce que je pense qu'ils sont tous du même niveau, donc on sait pas vraiment d'avance qui est le leader. Enfin, mis à part grâce au dosard. Mais ouais, je le vois même pas non plus dans le top 10. Eh ben, je trouve que vous êtes très négatif. Et moi, je le vois carrément dans le top 10. Je trouve que c'est un coureur qui progresse de façon vachement régulière depuis qu'il est passé pro. Il a terminé 8ème en 2013. Et je pense que cette année, il peut faire un top 10 easy, voire même aller au début du, voilà, 6ème, 7ème, quelque chose comme ça, progresser par rapport à sa performance de 2013. Et le fait qu'il ait une énorme équipe en montagne derrière lui. Sincèrement, contrairement à vous, je considère que c'est vraiment lui le leader parce que c'est le seul qui a une référence sur 3 semaines. Et les mecs autour, même si on sait que c'est des bons coureurs, ils sont encore plus jeunes que lui, encore moins expérimentés. D'ailleurs, Quintana, c'est sa deuxième saison pro chez la Movistar. Ruben Fernandez, même s'il a fait déjà des très gros résultats pour un néo-pro, c'est sa première saison en tant que chez la Movistar aussi. Voilà, je trouve qu'il y a vraiment autour de lui de très bons grimpeurs, mais des jeunes. Il y a que Amador qui a déjà un peu plus de bouteilles que les deux autres que je viens de citer. J'ai Jesus Serrada aussi et Ross Capecchi, mais c'est pas le même niveau. J'ai envie de dire que Inossi pour moi est largement au-dessus de ses collègues et ça fait pas doute que c'est lui le leader pour moi. J'ai Nous pas dit verrons que bien. c'était pas le leader. J'ai dit que Movistar jouait les étapes. Et en 2013, il y a le même Visconti qui avait gagné 2 étapes et je pense que le choix est vite fait entre une 8e place et 2 étapes en plus Oui. par un Italien. Mais Visconti avait gagné des étapes en 2013, mais ça n'avait pas empêché Inossi de terminer 8ème quand même. Non, c'est vrai. Ouais. Mais c'était aussi, il y avait sûrement des circonstances. Les circonstances peuvent être là pour lui permettre d'aller dans le top 10, mais intrinsèquement, je le vois pas dedans, en sachant que Movistar vient pas juste pour lui. D'accord. Bon après il a fait une saison 2014 assez pourrave, je suis en train de... Ah non quand même, il a fait 2ème du Tour de Pologne, 6ème du Tour de Romandie, mais sur les grands tours il a été absent. Voilà. Peut-être blessé, on sait pas. Non, il était équipier sur le tour. Ouais, c'est ça. Très très bien. Mais il était malade sur le tour apparemment. Oui, ça c'est vrai. Merci de l'avoir rappelé, je l'avais lu. Tu me l'as ramené en mémoire, exactement, il était malade et du coup il a pas beaucoup aidé, il était d'ailleurs très déçu de son tour il me semble. C'est Voilà, ce qui est noté sur Wikipédia, bravo. voilà, et on a lu le même article, c'est magnifique. Euh, ouais, le site numéro 1 de cyclisme, Wikipédia. Donc on va pouvoir enchaîner, parce que je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur Inosti. Monsieur, là aussi, j'ai envie de dire une légende, hein, comme Cunego. Parce que comme Cunego, il a gagné le Giro. C'est Ryder Hesjedal. Bon voilà, le niveau légende est quand même un petit peu exagéré pour lui, mais bon. Ah, le premier Canadien à le remporter. Exactement, il va rapporter un grand tour. Premier du Giro en 2012, 9ème en 2014. Hein, en 2 ans, il a quand même bien dégusté, notre petit Ryder. Il a abandonné en 2013 à la 13ème étape. Victoire surprise. Oui, c'est sûr, mais il a quand même fait... Totalement. Hein. Il a bien régressé quand même derrière. Et en 2015, il reste sur une extraordinaire 14ème place sur le Tour de Trentin. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Alexis, ton pronostic? Bah, il va jouer les échappées. Enfin, il me semble que c'est sur le dernier tour ou le dernier tour d'Italie, je sais plus lequel. Enfin, on le voyait plutôt dans les échappées, à l'attaque, à essayer de faire quelque chose pour son leader. Enfin, moi, je le vois plus prendre des échappées et pas vraiment viser le top 10. Ouais, mais là, son leader, c'est lui le leader, j'ai envie de dire, presque. Ah, ouais, mais bon, déjà le leader, il l'a gagné une fois, c'est bien, mais il a pas le niveau de recommencer. Et si en 2 ans, il est passé de premier à 9ème, qu'est-ce que c'est encore une année après? C'est pas faux. Cyril?
Cyril. Eh bien non. Ouais, bah, voilà. Cyril, en fait, est sans mots. Non, c'était pas lui. Si. Si, c'est Tente. moi. Allez, vas-y. Non, il sera pas en top 10. Il sera... Ejdal, c'est un coureur énigmatique. J'aime bien ce mot, ouais. Il a quand même un prénom vachement stylé, quoi. Il s'appelle Ryder, les gars, quoi. Et il était Juste, bon. juste pour ça, j'ai envie de le mettre dans le top 10, quoi. Mais bon. Non, mais je pense que... Mais alors, Cyril, cette analyse a été parfaite. Merci de ton intervention. On passe à Kenan de suite. Allez. Alors, moi je l'adore, donc j'aimerais bien qu'il fasse top 10. Et après, comme pour une solstice, enfin, tu regardes l'équipe, tu vois qu'ils viennent pas pour un leader. Ils ont Acevedo qui avait fait meilleur grimpeur, ils ont Slakter qui peut gagner des étapes. Mhm. Acevedo a fait meilleur grimpeur. Tu confonds pas avec Arredondo? Si, mais c'est pareil. Ouais. Ça commence par un A, ça finit par un O. Bon, C'est non, colombien, ouais, c'est pareil. Janier. Donc Ranier Acevedo, il est bon, donc il peut gagner des étapes, même si bon, je me trompe. Et pareil pour Selector. Donc Ejedal, bon, il doit être leader pour le général, mais ils vont pas jouer sa carte et ça va être dur. Ben moi je le vois hors du top 10 aussi, mais je pense qu'il va y aller en tant que leader et qu'il va viser quelque chose de général. Après, je pense personnellement qu'il va pas y arriver. Mais comme tu dis, moi Acevedo, je pense qu'il est là pour vraiment aider son leader en montagne, en l'occurrence Ryder, j'ai envie de l'appeler comme ça. Et derrière, il a pas qu'Acevedo, il a André Cardoso, le portugais qui est également un bon grimpeur. Bon, même s'il a jamais vraiment brillé sur 3 semaines, mais bon, là il sera là en tant qu'équipier. Il y a Formolo également. Il y a Villela, il y a deux petits Italiens assez jeunes là qui sont prometteurs, bon là qui sont dans un rôle d'équipier. Et en fait j'ai envie de dire que le seul qui pourrait le concurrencer en tant que leader, c'est un autre vieux, c'est Danielson. Oh là là. Alors là, les performances ça remonte bien sûr. Tu te mouilles là. J'ai envie de dire, mais justement Danielson, 37 ans. il brille quand on l'attend plus. Quand on C'est l'attend pas plus, le il Tour peut. de Californie ou je sais pas quoi. Mais qui voilà. a fait deuxième ou gagné là. Voilà, il brille plus que chez lui, j'ai envie de dire, mais je sais pas. Danielson, c'est le genre de type qui va terminer 9ème d'un grand tour, tu vas pas l'avoir vu des 3 semaines, et tu vas regarder le classement général, tu vas le voir à la fin. Ça vous dit rien, un Américain qui gagne briller que chez lui et qui a gagné un grand tour il y a 2-3 ans? Ouais, non, mais on parle pas du même quand même là. Non, mais... Chris Horner avait franchement, quelques années de plus, hein. Bah oui. Donc Danielson, il a 37 ans après, hein, ça commence à faire, mais Bon, dans quelques il années. continue quand même de faire des bons résultats. Il a gagné le Tour de l'Utah, il a fait 2ème du Tour du Colorado. Ah, c'est ça, Colorado. En 2014, hein, donc à 36, voire 37 ans, je sais plus. Non, il avait 36 ans à l'époque, mais il a fait ça. Le Colorado, il a pas perdu face à Wiggins ou un truc comme ça? C'est possible, Alors il a que perdu Wiggins, face à Van Garderen. Ah bah j'ai rien dit. Voilà. Non, mais Voilà. Wiggins, il a gagné, c'est le Tour de Californie qu'il a gagné l'année Ah, dernière. c'est pareil. Oui, Après, si ce n'est qu'il y a 6 mois d'écart entre les deux courses, c'est pareil, quoi. Non, mais Danielson peut très bien se remettre à briller, c'est sûr que les Américains ont prouvé leur capacité à briller à 40 ans. Bon, on l'espère pour lui en tout cas. Bon, j'ai pas mis Danielson dans mon top 10 non plus, mais bon, c'est typiquement le genre de mec qui peut gratter une place, si sait pas comment il fait, mais voilà, il est là, quoi. Ouais, Oui. donc la question c'est est-ce que Cannondale Garmin vient avec un ou deux leaders? Sachant que Danielson a le 5 et c'est l'autre dossard des leaders en général. Ouais, voilà, bon après... Tu sais qu'ils sont rangés par ordre alphabétique en fait. Non, parce que Jedal premier et Danielson 5ème, je pense que c'est pas de l'ordre alphabétique. Voilà, Si, non, le premier c'est le leader et après c'est Effectivement. l'ordre alphabétique, normalement. D'accord. Donc je n'ai rien dit, encore une fois. Et il a le dossard 5, s'il a de la chance, il peut gagner. Danielson a quand même terminé 8ème du Tour de France 2011. Qui s'en souvient, sans déconner? Qui s'en Et souvient? moi. Ah ouais. Oui, parce qu'ils en sortaient un par an, les Garmin. C'est un gratteur, je dis, c'est un gratteur. Ça peut être la surprise. La fausse surprise, c'est la fausse révélation. Enfin bref. Donc, on va pouvoir enchaîner avec un nouveau coureur. On s'améliore un petit peu, vous remarquez qu'on fait du plus improbable vers les meilleurs en fait. Et on enchaîne donc avec quelqu'un qui a quand même de sacrées références, puisqu'il a fait 2 fois 4ème du Tour de France, en 2010 et 2012. Ouf, oh non, pas lui. Eh Sur oui, deux, quand même. vous savez de qui je vais parler. Et il y a que des mecs avec des noms imprononçables, c'est un truc de ouf. Hein. Vandenbroek, Je dis pas je Brook, sais- Brook ou Vandenbroek. c'est le Broek. nordiste qui parle là, tu Ok, vois. Vandenbroek, très bien. Ben, je fais confiance aux nordistes, hein, au moins ils sont bons dans la prononciation des noms belges, ça leur fait un truc. Pas du tout. Ce qui est donc coureur de la Lotto, 7ème en 2008, qui a été l'année de sa révélation, et en 2015, c'est 11ème du Tirreno,
est-ce qu'il s'est perdu le Belge? Votre avis, Alexis, vas-y, commence ton pronostic sur C'est quand la dernière année qu'il a fait 4ème du tour? 2012. Donc cette année il va se blesser. Vu qu'il gagne, il fait une bonne place une année sur deux et l'autre année il se blesse. Donc, je le vois bien se blesser moi. D'accord. Non mais honnêtement, C'est le chat noir Néo, quoi. je le vois bien finir dans le top 5. Mais bon, on verra bien. Ouh, top 5. Ah là là, c'est ambitieux. Kenan, à ton Fini avis? 5e. Alors, j'avais dit top 5 aussi. Parce Top qu'il est 5 bon. aussi? Oh là là. Ouais. Et s'il a pas d'emmerde, il peut faire top 5. Si aussi il vise pas des étapes. Et je pense que lui vient pour le général C'est pas son style. et l'équipe tourne autour de lui. Donc s'il a pas d'emmerde, top 5. Très bien. Cyril? Pareil, top 5, parce que il est pas spectaculaire, il est pas chanceux, mais il est talentueux, donc Ah, ça, top 5. chanceux, il l'est pas du tout, hein, ça, c'est clair et net, quoi. C'est le poissard Non, du ouais. peloton, quoi. Voilà. Ah, bah, Ok. j'ai vraiment peur pour lui, hein, parce que c'est l'année où il va, voilà. D'accord. Alors, notez que dans la start list du Giro, là, il est dossard numéro 100. Ça, je sais pas pourquoi. Il y a pas de Parce 108. que sans, Il y a pas de 109 ou 108. C'est parce Pour qu'en vendre fait des il ne le fait Peter pas. Wayland, je crois. Wayland. Et- Ah, c'est ça, oui. le 108. Ouais. Comment Mais t'as pu oublier ça? J'aurais appris quelque chose. Non, mais je savais que Wouter Wayland était décédé sur le J'aurais Giro, mais dit c'était Dossard je 100, savais pas que c'était le dossard 108, les gars. Calmez-vous. 108. Mais visiblement, Moi, parce que j'aurais dit 100. c'est celui Non, qui est c'est le supprimé. 108 qui a été coupé. Ouais. Voilà, très bien. D'accord. C'est magnifique, on apprend des choses en plus en écoutant ce podcast, c'est la magie. Enfin, nous, oui. Oui, bon voilà. Donc pour moi, je l'ai mis dans le top 10, j'ai pas été aussi optimiste que vous, mais je vois en effet dans le top 10 parce que c'est quelqu'un qui est assez régulier, mais en même temps il lui arrive toujours une merde dans un grand tour, donc j'ai envie de dire que ça va lui coûter peut-être le top 5. Et tu dis que son équipe vient essentiellement pour lui, Kenan, il y a quand même Greipel avec lui, hein. Donc ça fait quand même une bonne partie de l'équipe qui va travailler sur les sprints, et à part Montfort et à la rigueur Sander Armé, qu'on dit qu'il est bon en montagne mais on l'a jamais vu, en tout cas il est bon dans PCM en montagne, hein. Ça lui fait au moins ça. Ah ouais? Il a pas grand chose vraiment pour l'aider en montagne. Voilà, il y a Montfort, c'est tout. Bah, il a jamais eu grand monde, hein. Non. C'est pas Il faux. a En jamais même temps, eu. ouais, c'est un argument qui m'a cloué sur place. Là, bien joué. Effectivement, c'est vrai que Van et Vandenbroek, Mis à part Montfort et Van Endert de temps en temps. Il a jamais eu grand monde et surtout il y a personne qui risque de lui voler la place de leader comme ça pourrait arriver à Ejedal. Lui c'est sûr en montagne c'est le leader. Mhm. Et il y a des Bach et Hansen, ils peuvent quand même aider. Peut-être pas Ouais. Bach en montagne, mais sur le plat, enfin non mais sur une Bach étape et vallonnée, Hansen, peut c'est être là. typiquement le genre de coureurs qui vont être recrutés par Greipel pour lui sur les échappées, hein. C'est des Ah mecs non, qui non, roulent. non, Hansen il est là pour un 11e grand tour consécutif et Bach il est là pour rouler en tête du peloton 95% du temps. Bah oui, donc 95% du temps, dont 90% pour Greipel. J'ai envie Et de dire. 5% pour Vandenbroek. Voilà. Ça Pas mal, serait déjà. une aide précieuse, quoi. Et en scène, faut arrêter avec le fait qu'il est 11e grand tour. Il vient là parce que son directeur sportif l'a aligné, il est content de terminer, et du coup ça lui fait une belle statistique dans sa carrière, mais bon, il vient là pour aider son leader. Il en a rien à faire, je pense, de terminer ou pas enfin, si, le terminer. Oh, si. Il a envie de les terminer, bien sûr, mais il a aucune ouais. ambition personnelle et il vient là en tant qu'équipier, hein. Oui. Pour moi, ça fait pas peur. Et en tant Moi, j'aimais qu'équipier pour Vandenbroek. Hansen, c'est le genre de coureur à s'échapper dans les étapes, Mais justement, dans Et les donc, étapes de montagne, moyenne montagne, c'est-à-dire c'est pour une fois qu'il est pas dans la tenu en laisse par Greipel, il peut s'échapper, il le fait, tu vois. Justement, il lâche totalement Vandenbroek, j'ai envie de dire. D'ailleurs, il a gagné une étape du Giro, non, de la Volta, il y a pas longtemps, il me semble. Hansen, ouais. L'an dernier Et il avait gagné une étape du Giro avant. Ouais, en 2013. Voilà. Très bien, très bien. Et vous êtes quand même vachement ambitieux sur Vandenbroek dans le top 5, parce que là, il me reste quand même pas mal de noms à citer, et c'est quand même pas des peintres, là. Je sais pas comment vous allez faire. Bah, parce il que- t'en reste 5, il y en moi, a je vais juste mis un à cinquième. virer et c'est réglé. Hein. Voilà. Bah oui, mais je vois pas lequel vous allez virer, vous allez me le dire. Donc on Il y en a enchaîne. quand même un, c'est assez clair. Très bien. Moi, il y en a deux même. Mais... Ouais, très bien, eh ben, vas-y, on va les découvrir au fur et à mesure que les noms vont défiler. On enchaîne avec un coureur qui appartient à la meilleure équipe du monde, hein, la plus belle, la plus jolie, AG2R, hein. C'est Pozzo Vivo, qui est le nain du peloton, j'ai envie de dire, hein, 1m60. Ah, justement, c'est celui-là qu'on va virer. Ah ouais, vous êtes Ouais.
Bon, alors, Voilà. je vais quand même, Largement. je vais quand même vous rappeler quand même son palmarès sur le Giro, qui est assez impressionnant de régularité. 8e en 2012, 10e en 2013, 5e en 2014, et en 2013 il fait que 10e, mais il a fait 6e de la Volta également. Et en 2015, il est 6e du Tour d'un Wonder, 8e de Tirreno, 3e du Tour de Catalogne, et 7e du Tour de Trentin, et il a accessoirement fait également 8e du Liège-Bastogne-Liège. Voilà, il s'est barré du Trentin, il a pris l'avion, et de suite, il est sorti de l'avion en vélo, et il a fait Liège-Bastogne-Liège, et fait 8e quand même. Sacrée performance. C'est ce qu'on disait, la plupart du temps, il est entre la 5e et la 10e place, quoi. Très bien, donc alors vos pronostics, allez-y, faites-moi rêver. Ah Donc, ouais, Kenan. j'ai mis 6e, tu vois. Juste, Ok. Alors ok, donc on commence Ouais, par j'ai ouais, Alexis. piqué son temps de parole. Très bien, très bien. Alexis, alors vas-y, commence. Non mais c'est bien, tu lui as coupé la chic, donc vas-y, vas-y. 6e donc tu le mets. Justement, je le vois aux portes du top 5, parce que je vois mal Betancourt l'aider, parce que Betancourt va plus se concentrer sur les étapes. Et donc je pense que Pozzovivo va se retrouver un peu seul. Je pense que Betancourt va plus se concentrer sur terminer dans les délais, très sincèrement. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Ça dépend, il a perdu combien de kilos? Je sais pas, moi, Il les a retrouvés, t'inquiète pas. ne parlons pas de Betancourt. Enfin, on va en parler obligatoirement, mais bon. Donc 6e, ok. Kenan, tu le mets combien, Pozzovivo? 8e. Ah ouais, vous êtes précis, vous Eh pouvez ouais. même donner une place et tout. Et Bah, Cyril, il a fait 4 fois dans le top 10 et jamais mieux que 5e. Bon, je le vois pas 5e ou mieux. d'accord. Cyril. 5e. Ah bien, lui il le met dans le top 5 et moi aussi je le mets dans le top 5 parce que moi je trouve que il a une putain de progression et je trouve que justement il a jamais été aussi fort que maintenant. Faut voir la saison qu'il fait. Alors pour moi, en effet le seul désavantage qu'il peut avoir c'est sa saison, c'est-à-dire qu'il est sur le pont depuis le Tour d'Awender, ce qui me fait très peur. Est-ce qu'il va réussir à tenir 3 semaines? C'est un petit peu la même interrogation que j'ai un peu avec Porte qu'on verra plus tard, mais moi je le mets dans le top 5 parce qu'en montagne je trouve que tous les ans il progresse et tous les ans il se rapproche, il titille, j'ai envie de dire, les meilleurs, enfin, les meilleurs. Disons qu'il reste toujours un petit peu la catégorie numéro 1 avec Contador, Froome, Quintana et Nibali. Mais juste en dessous, il y a une catégorie où, à mon avis, Pozzovivo l'est, où on retrouve Uran, Naru, etc. Enfin, bref, des mecs qu'on va revoir, mais Rodriguez aussi, pourquoi pas, même s'il se fait vieux. Mais pour moi, Pozzovivo, c'est vraiment un mec qui progresse d'année en année et qui se révèle sur le tard. Et moi, je le vois très sincèrement dans les 5 premiers. Je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, visiblement vous en pensez mal, puisque vous dites qu'il est au-delà de la 5e place. Nous verrons dans 3 semaines. Oui, ça c'est de l'argument, merci. Et c'est vrai. Ah voilà, tu vois, je suis soutenu entre admin. Presque 4 semaines même. Mais Voilà. Bon après il a une sacrée équipe avec bon les Italiens Nocentini, Montaguti qui vont plus être là. Ouais, Nocentini, il s'est quand même Bon, été battu par Brice Feuillu sur le tour, quoi. C'est pas faux. Mais bon, Rien que ça, Nocentini, ça fait je sais pas combien de saisons que je me dis que ça va être la saison de trop qui va rien faire et tous les ans il nous fait une petite performance quand même. Il commence à être vieux lui aussi. Mais il a pas performé sur une Ardennaise, lui? Ou je confonds justement avec Pozzovivo, C'est possible. Je crois qu'il a fait d'ailleurs entre la 10e et la 15e place d'une Ardennaise, je ne sais plus laquelle cette année. Donc il est pas tout, il est pas encore il est pas encore décédé en effet, il est pas encore décédé. Montaguti, bon il nous a montré qu'il était bon en montagne, en vallon, sur les contre-la-montre, en sprint aussi. Enfin, cette année il va briller, je sais pas, il va faire des roues arrière, je sais pas quand ce mec est ultra complet, je sais pas où est-ce qu'il est mauvais Montaguti, donc ça pourrait toujours aider Pozzovivo. Ensuite il y a Dupont, bon, qui lui était bon, et puis quand il en a un peu perdu, suite à il a fait une grosse chute sur un Giro, il me semble, il y a 1 ou 2 ans, et depuis il a jamais retrouvé son niveau. Donc bon, lui c'est pas celui sur lequel j'ai le plus gros espoir pour aider à Pozzovivo. Et après il y a l'énigme Betancourt. Qui y croit encore autour là? moi. Tu crois à Betancourt? Bah, Ouais, mais si, quand ça- il va se barrer d'AG2R, Ouais, voilà. Il a quand même. et ça fera mal à tous les fans d'AG2R et ça me fera marrer. Ouais, il aura au moins fait gagner un Paris-Nice, mais bon. C'est vrai que Betancourt. Ah, quand il gagnera les 3 Ardennaises la même semaine, enfin, tu seras content avec ton Paris-Nice, hein, mais. Quelle ambition. Ouais, mais Betancourt, il a plus performé depuis Paris-Nice. sa victoire Paris-Nice. Paris-Nice l'année dernière. C'est un truc de folie. Ouais. Cette année, il est remonté dans les classements à l'issue je l'ai noté quelque part, de la Liège-Bastogne-Liège, il me semble. Où est-ce que je l'ai noté? Faut que je le retrouve juste. Où il a terminé 45e. Voilà. Ça, c'est sa performance de 2015. Monsieur Ah, il a Betancourt. quand même été devant Quintana. Oui, enfin, voilà. Et moi, ce qui me fait peur pour AG2R, c'est le contre-la-montre par équipe encore une fois. Parce que, mis à part Gretsch,
Ça pêche un peu. Montaguti. Alors Montaguti, apparemment, il est Oui, mauvais nulle part. Montaguti, ou il est pas mauvais, je crois. Mais après, Hubert Dupont, Axel Daumont ou Julien Bérard, je sais pas s'ils vont vraiment pouvoir aider ça, quoi. Déjà, faut finir à 5. Ouais, voilà. Ouais, non mais, ouais. Est-ce que le contrôlant par équipe, de toute façon, va pas faire des écarts extraordinaires, il y a que 17 km. Il risque de perdre en effet, je sais pas, une trentaine de secondes, voire 40 secondes, mais est-ce que ça peut pas justement lui donner plus de liberté? Et moi je le vois bien gagner une étape, vous voyez, Pozzo Vivo. Justement du fait qu'il, à cause des contre-la-montre qui vont s'enchaîner, parce qu'il faut, voilà, il va y avoir 2 gros contre-la-montre avant vraiment la dernière semaine de ouf. Il va un petit peu reculer au classement, même si il nous a quand même fait mentir en faisant un contre-la-montre extraordinaire sur la Volta justement de 2013, où il termine 6ème. Je crois qu'il avait terminé sur le podium d'un contre-la-montre de la Volta. Il est sorti un peu de nulle part. Donc attention quand même, peut-être qu'il peut faire un gros contre-la-montre, le fameux contre-la-montre de 60 km, en plus avec un tracé un petit peu vallonné, ça peut lui correspondre. Mais je le vois bien justement se faire une petite étape, vous voyez, Pozzo Vivo. Ah, comme chaque année presque, hein. Il en a gagné plusieurs déjà. Oui, voilà, c'est une, un peu ça. Deux. Non, Pozzo Vivo, il me semble pas qu'il ait gagné un montagne d'étape sur le Giro. Non, mais il en a gagné une au moins avec la Colnago. Il en a gagné une. Mais je crois qu'il a gagné que celle-là, hein, après. Mais c'est quand même le type qui a la gueule à gagner des étapes. Voilà. Mais cette année, il a gagné sur le Tour du Trentin et en Catalogne quand même. Donc il a déjà 2 victoires dans la poche. Des étapes. Voilà. Pourquoi pas d'étape. Mais après, moi je le vois dans les 5, voilà, c'est tout. Voilà. Mais j'ai encore une fois, j'ai peur sur le fait que sa saison, elle a démarré depuis le mois de janvier. C'est ça qui me fait peur. Hein. Depuis le Tour Down Under, il a pas arrêté. Tirreno, Catalogne, Trentin, voilà. Alors certes, le Giro c'est sa course, je ne doute pas qu'il s'est concentré pour ça, mais bon, est-ce qu'il va réussir à tenir? Mystère. On enchaîne avec Fabio Aru, Astana, enfin un mec avec un nom prononçable, bon Pozzo Vivo ça allait aussi. Donc voilà, la révélation de 2014, 3ème du Giro, alors que c'était pas le leader à l'origine, c'était Scarponi, mais qui suite une chute il me semble, qu'il a eu ça. Ouais, voilà. Dès les débuts. Oui, mais c'est la grosse chute qui a fait abandonner Rodriguez aussi. Enfin. C'est 3ème ou 4ème jour. Voilà. Hein, Ouais, le cataclysme. Propulsé leader, donc il termine 3ème du Giro. Et il fait également 5ème de la Volta, toujours en 2014. Et cette année, il a pas beaucoup de références, mais il a quand même, comme seule référence, 6ème place en Catalogne, ce qui n'est pas ridicule du tout. Donc, vos pronostics, on va commencer par Kenan. Podium. Podium. Il a fait l'an dernier, et il a confirmé ensuite sur le Tour d'Espagne. Là, il a eu des emmerdes avec son passeport biologique, bon. Alors, emmerde finalement, c'est plutôt des rumeurs apparemment, mais bon, je sais pas trop, j'ai pas bien suivi. Mais il est forcément de mieux en mieux. C'est un très très grand talent et un très très grand espoir du cyclisme italien. Et il n'y a pas non plus énormément de concurrence. Encore une fois. Et pour le podium, il y en a encore moins. Ok. Bon. Alexis, ton pronostic? Exactement comme Kenan, moi je le vois bien à la 3ème place. Il a fait une 6ème place en Catalogne, mais l'année dernière il a performé sur les 2 grands tours sans pour autant faire grand chose le reste de la saison. Donc je trouve pas ça inquiétant le fait qu'il ait pas beaucoup de résultats cette année. D'accord, ok, très bien. Bah, moi personnellement, je l'ai mis également sur le podium. Vous n'aurez pas l'avis de Cyril qui est décédé. Vrai. Qui est décédé. Décédé. Voilà, c'est ça. Décédé. Il n'est plus sur Skype. Donc on est désolé pour sa famille, mais Voilà, c'est ça. enfin entre guillemets, c'est pas grave. C'est ça. Ou alors, je sais pas, il est passé, il s'est évanoui, trop de bière, trop d'alcool, je sais pas. Il a de l'habitude, mais bon. Tout ça pour dire que Cyril nous a quittés. Alors, moi je le vois sur le podium également, Haru, et je vois qu'il a une équipe très forte également à ses côtés. J'ai envie de dire qu'en fait, c'est presque la meilleure équipe avec celle de Contador, puisqu'il a quand même Cataldo, Kangert, Landa, Malacarne, Rosa, Tiralongo, et après Luis Leon Sanchez, qui même si c'est pas un très gros grimpeur, il est quand même super bon dès que c'est des étapes un petit peu difficiles, un petit peu piégeuses, vallonnées. Et après il a l'intrus Andrei Zeitz, qui est un petit peu là parce qu'il fallait un Kazakh. Qui est Dieu. D'accord. Merci. Zeitz, il est pas mauvais en chrono, il me semble. Et en montagne. En plus de ça. Il avait fait un bon Tour de Suisse, je crois, quand Kangert avait gagné une étape, il était là. Pareil sur le Tour de France aussi, il avait fait 30e en total équipier. Il s'était donné à fond, il avait fait les 30e, donc... Je dois avouer que je les confonds tous les Kazakhs. Donc peut-être que c'est en effet un des Kazakhs qui est bon. Je sais pas, j'ai l'impression que... Celui-là, moi je l'ai retenu, parce que sur une carrière PCM, il a fait double champion du monde route et contre la montre. Ça m'a marqué, je le connaissais pas. Très bien. Voilà. Oh. Donc,
peut-être qu'il est peut-être pas aussi bon, mais à mon avis, ça va être un bon Oui, équipier quand même. je doute qu'un jour il fasse se doubler, mais bon. Ah, bah oui. Tu peux toujours faire des paris, hein, tu peux gagner de l'argent. 2021. Oui, c'est sûr. Donc voilà, vraiment une grosse équipe, je trouve, et en effet, Ouais. ce qui m'a bluffé pour sa première grosse saison, la première saison en tant que leader, et encore leader par accident suite à la chute de Scarponi, c'est qu'il a, mis à part, tu l'as dit quand on a évoqué le parcours tout à l'heure, un petit part sur le contre-la-montre où il est un petit peu craqué, parce que il a absolument pas le profil d'un rouleur. Et il avait pas l'expérience d'un contre-la-montre Voilà aussi. Il aussi. s'est donné à fond sur le début, il a craqué. Mais c'est-à-dire que, mis à part sur ce contre-la-montre, il a été d'une régularité absolument énorme. C'est-à-dire qu'il a, le fait de briller sur 2 grands tours dans la saison, c'est en soi énorme pour un coureur qui est expérimenté, etc. Mais là, le faire en tant que Fabio Aru, du haut de ses, je sais pas quel âge il a, il doit avoir 23, quelque Il chose avait comme ça. 23 l'an dernier. Ouais. Donc 24 cette année. C'est En plus vraiment... de ça, il a gagné des étapes, hein. Une sur le Giro, Voilà. je crois, et 2 sur la Volta, ou inversement. Il Voilà. s'est fait un gros palmarès. C'est vraiment, Ah ouais. c'est complètement bluffant. Donc moi, je le vois carrément sur le podium également. Je pense que si Cyril était là, il aurait bien entendu acquiescer avec nous. C'est un futur Nibali, hein. Ah, il a quand même pas Ouais, le même c'est un peu profil ça. que Nibali. Il a pas le contre-la-montre encore. Hein, Non, mais c'est enfin, il pas- est pas mauvais sur le contre-la-montre. Hein. L'an dernier, c'est juste il a mal géré sa distance. Cette année, on le verra pas non plus au top parce que 60 km, il a encore jamais fait. Mais Ouais, dans 2-3 ans, on verra sa vraie valeur et je pense qu'il peut faire des top 10 d'étapes de grand tour sur les contre-la-montre. De toute façon, il va en claquer un jour, hein. Mais étant donné qu'il est C'est- vachement jeune et qu'il a encore, à mon avis, je pense, de la marge de progression, ça peut être, je le vois sur le podium, et ça peut être même le mec qui peut emmerder le plus le potentiel vainqueur du Giro. Parce que ça peut être un mec qui, contrairement aux autres favoris, qu'on va citer bientôt, ça peut être celui qui a le plus progressé entre cette année et l'année dernière du fait de son jeune âge. Ouais. Voilà, ça peut être un potentiel un trublion, j'ai envie de dire, pour la victoire finale. Même si, par sécurité, je pense qu'on l'a tous mis sur le podium pour... voilà, parce qu'on sait qu'il va être très bon, mais on s'est pas trop mouillé, j'ai envie de dire, là, sur les pronostics. Ouais, il est pas encore assez bon pour gagner un grand tour quand même. Oui, c'est sûr, la marche serait peut-être un petit peu haute, mais voilà, Ça va venir, ça va venir. le fait qu'il est très jeune, je sais pas, on verra. On enchaîne avec Rigoberto Urán, en effet, il s'appelle Urán, hein. C'est pas moi qui ai répété 2 fois le même nom. Coureur de C'est la consanguinité, ça. Exactement, hein, c'est en effet ça, parce que en Colombie, on prend le nom de la mère et du père, et donc là, ça fait Urán. On peut se poser des questions. Toujours est-il que c'est un coureur de chat Etix qui a terminé 7ème du Giro en 2012, 2ème en 2013 et 2ème en 2014. Il adore cette 2ème place. En 2015, il fait 5ème du Tour de Catalogne et 3ème du Tirreno Adriatico. Vos pronostics, les gars. Kenan, qu'en penses-tu? Vainqueur. Contador est pas au top. Urán est au top, c'est son seul objectif de l'année. Donc, sachant qu'il connaît très bien le Giro et il a beaucoup plus d'expérience récente que Contador, je le vois vainqueur. Très bien. Alexis? Ah, moi, deuxième, hein. Je pense qu'il va continuer sur sa lancée, un peu comme un Spilak, qui est toujours deuxième de l'épreuve favorite de ce calendrier. Mais je le vois mal quand même battre Contador, qui me semble, même s'il est pas très en forme comme le dit Calan. Non, il sera en forme, Contador. Il sera sera en pas au forme, top. oui. Fort, mais pas au top, parce qu'il y a le tour derrière et qu'il sait Il l'a très bien. annoncé lui-même, qu'il serait pas au top tout de suite. Mais en 3e semaine, Contador fait souvent la différence. On l'a vu sur la Volta la fois dernière. Ouais, mais sur la Vuelta, il 3 y a dernières jamais. Volta, à chaque fois, il... Enfin, il y avait personne en forme sur la Vuelta l'an dernier. Là, t'as Urán qui arrive. Pas l'an dernier, mais la fois où il y avait Rodriguez et Valverde, Oui, les trois ils se tenaient, et sur une étape, il a pris 3 minutes. Alors que c'était la dernière semaine, à 2 ou 3 étapes. Oui, de la enfin, fin. c'est un sens tactique assez hors norme, Contador, mais. On va en parler. Ne gaspille pas voilà. vos cartouches sur Contador. On parle Mais de il Urán, reste là, les gars. que Urán, c'est 2 deuxièmes places de suite les 2 dernières années, qu'à chaque fois il a Justement. gagné une étape, et qui commence sûrement à se dire qu'il a envie de la gagner, enfin de le gagner le tour. Ok, ben moi, Italie. personnellement, je le vois également sur le podium. Et ça me surprend que tu le mettes vainqueur, sachant que t'es fan de Contador. Kenan. Justement. Ça a Ça dû me te fait faire mal. mal, t'as dû, je sais pas, t'as dû réfléchir pendant des heures Bah, dans ta ça me feuille. fera mal s'il gagne pas le Tour de France derrière. Ah oui, certes. Mais c'est vrai que, ouais, Urán, gros grimpeur, une équipe qui est quand même vraiment pas à la hauteur derrière. Il a personne pour l'accompagner, il a comme Maxime chaque année. Bouet. Il a Maxime Bouet pour l'accompagner. L'année Non, dernière, non, Il non. avait Pouls.
Non, Wouter Pauls, qui en effet qui a été très très bon, qui l'accompagnait Pauls, c'est quand même un très bon coureur. sur le Zocolone, il a accompagné très très loin sur le Zocolone, qui est un des cols les plus durs du Giro que le Giro peut emprunter. Franchement, Pauls c'est pas un équipier à mettre vraiment dans la même catégorie qu'un Maxime Bouet, parce que j'ai beaucoup de respect pour Maxime Bouet, mais j'y crois moi, Maxime Bouet, j'y crois parce que sur la Bastogne-Liège, c'est quand même lui qui avait emmené. Non mais c'est très bien que tu y crois, ça en fait au moins, quoi, c'est déjà ça. Je pense qu'il y a moyen qu'il aide Uran quand même sur les meilleures choses. L'année dernière, d'ailleurs, Bouet, il était pas loin de gagner le 31 ou un truc comme ça. Non, oui, remettons dans le contexte, il avait gagné, il avait pris il était au général classé parce qu'il avait pris l'échappée de la première étape. Et après, il n'avait pas perdu de temps que ça finalement. C'est pour ça que, à mon avis, il a pas perdu tant que ça, il a gagné l'échappée avec 3 minutes d'avance, il les a perdus au final, hein. Sur une course d'étape de 5 jours. Ça reste 3 minutes, mais quand même. Il était leader. Là, Suite à l'échappée. Non, mais, oui. Tu suis ou pas? Oui, mais attends. Ce que je veux dire, c'est que là, en tant qu'équipier, il y a moyen qu'il amène Uran assez loin dans la course. Non, mais oui, c'est clair que quand on regarde l'équipe de ETX, c'est lui qui est le meilleur grimpeur, je pense. Et il peut l'aider pendant une bonne partie de la journée, mais sur le dernier col, il sera plus là. Ah, il sera isolé. Quand les autres leaders auront plusieurs équipiers. Après, comme on a évoqué pour Vandenbroek, il peut se débrouiller tout seul. Uran, est-ce qu'il peut le faire? Oui, j'ai envie de dire. Il l'a fait. Alors il peut le faire, mais justement par rapport à Contador et par rapport à l'an dernier, il a commencé à perdre le Giro sur une attaque de loin parce qu'aussi il avait que Pouls pour l'aider. Donc c'est vrai que cette année, s'il y a 2-3 coureurs qui ne sont pas à la place qu'ils veulent à 2 journées de la fin et quand on voit le profil de la dernière étape, ça va bouger et là tout seul ça risque de faire mal. C'est bien parce que tu te contredis toi-même, c'est-à-dire que tu dis qu'il est vainqueur, mais en même temps tu dis mais non, en fait, il va être dans la merde. Ah non, je dis qu'il va être dans la merde, mais c'est pas pour autant que je dis qu'il va pas gagner. Ah, il s'est bien débrouillé tout seul sur le Tour de Romandie, moi. Je dis que s'il y a bien un truc qui peut l'empêcher de gagner, parce que pour moi là il va arriver meilleur que Contador, s'il y a un truc, c'est le manque d'équipiers. C'est clair que je pense qu'au niveau de la forme, celui qui s'est le mieux préparé, qui a le plus axé sa saison sur ça, c'est lui, avec peut-être Haru, j'ai envie de dire. Oui. Voilà. Quoique Pozzo Vivo, il a étalé son calendrier, donc j'ai même pas envie de dire non, pas Pozzo Vivo. Donc vraiment avec Haru, je pense que c'est lui qui est le plus en forme, Uran. Voilà. Alors on a retrouvé Cyril. On a retrouvé Cyril, hein, je tiens à vous le dire. Cyril, tu es là. Fais-nous signe. Es-tu vivant? Oui, c'est internet. Non, mais pas besoin de me dire pourquoi. Tout le monde s'en fout. Très bien. Donc tu es vivant, c'est l'intérêt. On parle de Uran. Ton pronostic, vite. Tente de revenir dans la course. Il est combien, Uran? Uran, c'est ce qu'on te demande en fait, c'est ton pronostic. Le Giro n'a pas eu lieu, on ne sait pas combien il est encore. Il est en 3ème. 3ème. Ah, ben tout le monde le met sur le podium quand même. En fait, je reviens du futur, il était 3ème. Très bien. Donc j'ai tort. Bon, mais dommage. Par contre, on peut se faire une fortune en paris sportif, les gars, là. Faut tomber dessus. Ok. Oui, enfin, Uran 3ème, je pense que la cote est pas énorme. Ouais, c'est pas faux. Bon, ben, quand même, Uran, je pense que c'est un des tout premiers où avec Haru. Ouais, c'est vrai avec Haru, c'est l'un des tout premiers, on est vraiment à peu près tous d'accord pour le mettre sur le podium. En même temps, là, on s'approche des meilleurs, donc je pense qu'on va être d'accord sur beaucoup de choses. On parle de la forme, mais on a bien vu, on a souligné tout à l'heure que le parcours était tous joués en 3ème semaine, donc les autres coureurs ont quand même 2 semaines pour rattraper le truc entre guillemets, quoi. Les premières étapes, ça va être sûrement des punchers, des baroudas ou les sprinters qui vont les gagner. Il y aura peu de batailles entre eux. Donc, Certes, et c'est d'ailleurs, ouais, exactement, c'est un truc que j'avais un petit peu constaté et je m'étais posé la question pour Porte justement, mais on va y revenir. Mais c'est en effet, ouais, c'est intéressant le fait justement que toutes les difficultés se concentrent sur une semaine, c'est un petit peu ça nivelle les valeurs. J'ai envie de dire, c'est-à-dire que faudra une bonne récupération. Certes, mais t'as pas besoin d'être en forme sur 3 semaines. Ce que certains coureurs, vu leur calendrier du début de saison, n'auraient pas pu faire, ben là, comme c'est concentré vraiment sur une semaine, ils peuvent pourquoi pas limiter la casse et justement être bien résistés malgré le fait qu'ils aient eu un calendrier chargé en première partie de saison. Effectivement. Et j'ai envie d'enchaîner avec Monsieur Contador parce que j'ai envie d'enchaîner. Voilà. Mais donc Monsieur Ouais, t'as oublié Porte, Contador. Non mais non. Je te mets dans mon classement, j'ai mis Porte en dernier parce que tout le monde dit que Porte est le favori, alors que Contador tu vas te faire un ennemi. Pas tout le Contador est archi favori. Attends, on a un deuxième là. Et ok, on fait Contador, après on fera Porte. Ça va, on va faire les deux quoi qu'il arrive. D'accord, on fait Contador. Très bien. Alors on fait Contador, coureur de la Tinkoff, qui a gagné le Giro en 2008
Et en 2011, 2011. même s'il a été déclassé suite Non, il a à gagné. son Il a affaire gagné, de je suis d'accord aussi. théorique sur la route, il a gagné, hein, certes. En 2015, c'est 4e du Tour de Catalogne, c'est 5e du Tirreno et c'est 2e du mythique et très renommé Tour d'Andalousie. Voilà. Et j'ai envie de dire, Et oh, pas de manque de respect quand même, parce que Non, mais- c'est une grosse course. très bien. Certainement, c'est sans doute une très grosse course en Andalousie, mais voilà. On va tout de suite faire le tour de table avec tout d'abord Alexis, ton pronostic sur Contador. Vainqueur, forcément. Elle aime Batudo. Non, c'est pas lui du tout, c'est Valverde. Non, Qu'est-ce ça que c'est Valverde. Qu'est-ce que je dis de la merde. Et le Déjà, Pistolero. c'est Imbatido, pas Tido. Ouais. C'est c'est- Pistolero, ouais, j'ai confondu. Ça va, c'est Ouais. surnom espagnol. J'aurais pu dire Purito, c'est pareil. Très bien, Ouais, bon, mais mais respect. vainqueur. Mais vainqueur. Mais contrairement à ce que disait Kanan au tout début de l'heure ou de l'académie, je sais pas vraiment où on en est, il disait que Contador allait attaquer s'il était deuxième ou troisième dans les dernières étapes. Mais si on se rappelle bien, en 2011, même avec le maillot rose, il attaquait. Donc je pense qu'il va quand Oui, même... c'était des attaques minimes. Et il va quand même le faire, et à mon avis, c'est là qu'il va décrocher des coureurs comme Porte ou Uran qui sont... Enfin, Uran notamment qui est isolé. Mais il sera pas maillot rose. Oui, mais Pour ça moi, C'est n'empêche, là qu'est toute la magie. ça l'empêchera pas d'attaquer quand même, sur le coup. Ah, Oui, il va attaquer. Et pour moi, il sera un maillot rose. Très bien. On a vu. Attends, Cyril. Cyril qui Pour tente moi, de communiquer Contador, avec nous. Oui. Pour moi, Contador ne sera pas maillot rose avant la fin de semaine. S'il est. Parce que... Et ton pronostic donc du coup sur Contador? Ah, Contador, bah, il va gagner. Très bien. Voilà. Ça en fait 2 quand même sur la victoire de Contador, 2 sur 2 pour l'instant. Kenan, à ton avis? Donc à mon avis, il est pas vainqueur puisque t'as pronostiqué Uran vainqueur, je le rappelle. Tu le Ah, vois il où? est survainqueur. Et Non, je le Contador, mets deuxième. tu le mets deuxième. Oui, parce que deux vainqueurs c'est pas possible. Non, ça n'existe pas. Non, survainqueur. Ah d'accord. Vainqueur sportif. Il est vainqueur dans son cœur, tu Dans vois. les têtes. Voilà. Dans les têtes, il est vainqueur. Très bien. Très bien. Donc J'adore. deuxième. Et moi, personnellement, je le vois également vainqueur. Donc voilà. Je pense que quand même, on est 3 contre toi, là, Kenan. J'ai envie de dire que c'est un peu chiant parce qu'on est quand même tous les 3 à avoir pronostiqué le même vainqueur. J'irais même jusqu'à Et dire, la vérité parlera. qu'il aurait peut-être menti sur son état de forme. Parce que c'était l'année dernière, justement, sur la Volta, il disait s'être fracturé ou cassé le tibia ou je ne sais quoi, et finalement, il n'y a pas grand-chose. Ouais, enfin, il est quand même abandonné le tour, donc. Oui, mais oui, en même temps, quand tu tombes comme ça, t'as abandonné le tour. Mais pour finir sur la Volta, il était sacrément en forme quand même, malgré sa soi-disant énorme blessure. Donc là, il peut peut-être jouer au bluff et dire qu'il est pas si en forme que ça, et pour finir, il va survoler la dernière semaine. Ouais, pourquoi pas. Moi, je rejoins Kenan sur le fait que Contador a baissé en montagne, que c'est plus le grand Contador qu'on avait il y a peut-être 3 ou 4 saisons. Mais je trouve qu'il reste quand même dans l'élite mondiale. Avant, il était au-dessus, maintenant, il est au même niveau que les meilleurs mondiaux. Et surtout, il a une équipe hallucinante avec lui. Ah bah, forcément. Il a Kreuziger et il a Basso. Bon, Basso, moins impressionnant que Kreuziger. Hein. Basso, Il a gagné 2 fois le Giro, quand même. Ouais, mais pour moi, Basso, Ou- il ouais, est c'est cramé, là. Ça fait quand même un peu de temps qu'on le voit plus dans les classements. Bah, Et pour- ça veut et dire pour vous vert en dire- espagnol. D'accord. Pour vous dire, j'ai même dans mon pronostic, en fait, si vous avez remarqué, il me manque un mec dans le top 10. Enfin, il me manque même 2 parce qu'il y a Porte aussi. Est-ce que tu aurais mis Kreuziger? J'ai mis Kreuziger Ah, bienvenue au club. dans mon top 10 en fait, parce qu'à mon avis, Kreuziger va extrêmement bien emmener Contador, et ça va être typiquement le genre de mec qui va manquer à un Uran, qui va manquer à un Haru peut-être même aussi, c'est-à-dire un mec qui va vraiment être avec les leaders en tant qu'équipier, qui va vraiment pouvoir rouler dès que ça va attaquer. C'est vraiment quelqu'un qui peut vraiment maîtriser le Contador. Contrairement à ses adversaires, il peut maîtriser le groupe des favoris, parce que lui, il aura des équipiers dans ce groupe des favoris très certainement. Que ce soit Basso si, je sais pas, s'il retrouvait une seconde jeunesse, ou Kreuziger, enfin voilà. Ça reste, à mon avis, celui qui a la meilleure équipe, et surtout les meilleurs gros équipiers. Parce qu'il y en a qui ont des très bons équipiers, mais lui, il a vraiment des équipiers de très très haut niveau. Le seul qui peut se comparer à cela, c'est Porte, avec les équipiers, bon, on l'abordera quand on abordera Porte, mais tout ça pour dire qu'à mon avis, Kreuziger, c'est le meilleur équipier présent sur ce Giro. J'ai exactement le même avis que toi. Voilà, merci. Merci. Non. Il y a l'Éthiopien quand même. Ah oui, voilà. Exactement. Du coup, et t'aurais dû mettre Niemek du coup en vainqueur du Giro. Si on suit L'équipier ne fait pas le vainqueur. Ah ouais. Sinon, Oran ne serait pas sur le podium, il serait 14e. Ah, sur le podium, je crois que tu disais vainqueur. Toi, Oui, mais quand s'il c'est avait vainqueur, c'est le podium, hein. si c'est l'équipier qui faisait le vainqueur, Oran serait 14e, parce qu'il a des équipiers de merde, on a dit. C'est pas faux. Ok, je remarque qu'il y a également Rogers que j'avais zappé, même si lui aussi, je le mets
c'est plus le même Rogers qu'avant en montagne. Ah, il est quand même encore bon, hein. Oui, il reste très bon. Je le mets au niveau qu'un Basso, vous voyez, hein, quelqu'un qui peut faire quelque chose. Basso a pas autant régressé quand même. Si. Basso, ça fait un moment que je l'ai plus vu moi. Rogers, il a fait un très bon Tour de France l'année dernière. Un très bon Giro aussi, hein. 2 étapes. Ouais, Ah oui. Et ben voilà. Dans le sel ou son collant. c'est ça. Alors, Et puis, si tu prononces Zocolan, tu vas te faire des ennemis. Ouais, mais vois-tu, j'ai fait de l'allemand au lycée. ouais, Et moi voilà. j'ai pas fait d'italien, mais voilà. Ouais, t'as fait d'espagnol, ça C'est revient pas au même. Zocolan. Oula, alors, toi, on te retrouve dans un sachet plastique avant la fin de la semaine. Hein. Ça va pas, quoi. Enfin bref. Donc ok. Donc on est quand même 3 sur 4 à pronostiquer Alberto Contador vainqueur. J'ai envie de dire qu'avant même d'aborder Porte, on sait déjà qui est le favori. D'ailleurs, je pense, logiquement, personne ne va mettre Porte en vainqueur, puisque c'est 3 pour Contador, et Kenan qui est tout seul pour Uran vainqueur du Giro. Du coup, on va passer à Porte, que visiblement, très sincèrement, je l'ai gardé pour la fin, parce que j'ai l'impression que tout le monde le considère comme l'énorme favori, vu la saison qu'il fait. Donc Porte, c'est en cette année 2015... premier du Tour du Trentin, premier du Tour de Catalogne, premier du Paris-Nice, deuxième du Tour Down Under et quatrième du Tour de l'Algarve et accessoirement champion d'Australie contre la montre. Un putain de palmarès cette année. J'ai envie de dire que personne n'y arrive à la cheville. Je crois que c'est lui le leader du classement World Tour, donc tout est dit. Et sur le Giro, il avait quand même fait 7ème en 2010, qui avait été l'année de sa révélation. Sur une échappée fleuve. Exactement, sur l'échappée de l'Aquila, qui avait terminé avec 30 minutes avec une météo absolument dantesque. C'était assez particulier. En fait, il avait terminé 7ème en résistant au retour des gros favoris sur les 2 dernières semaines. Voilà. Mais à part cette performance-là due à une échappée, j'ai envie de dire, il a jamais rien fait sur 3 semaines. Et moi, c'est un petit peu ce qui me dérangeait sur le fait que tout le monde le mette favori. Mais bon. Alors, vos pronostics sur Richie Porte. On va commencer par Cyril. Richie Porte ne Oui, finira pas c'est son nom, oui. sur le podium. Ah, Il ne finira pas sur le podium. Il finira 4ème. très bien, très bien. Kenan, ton pronostic? Hors du top 10. Ouh. Ouais. Ah oui, lui, toi t'es méchant quand même, ok. Je le trouve pas du tout. Enfin, sur 3 semaines, il tient pas. Et il en est déjà à quoi, une trentaine de jours de course depuis le début de l'année. Il a énormément couru, ouais. Plus, non? Au moins 30. Donc à la fin du Giro, ça les fera 50. Et 50 en même pas 5 mois, ça fait beaucoup. C'est pas le fait qu'il ait énormément de jours de course, c'est qu'il ait énormément de courses sur lesquelles il a brillé. Forme. Donc il était en alors forme. déjà, il y a beaucoup de jours de course en plus. Des jours de course sur toute la saison. C'est pas comme s'il les enchaînait sur une période et il avait fait une pause ou une autre situation. Et en plus, à chaque fois, il a brillé. Donc là, je pense qu'il va totalement craquer. Et vu, comme on disait tout à l'heure, que la dernière semaine va définir le général, et vu que c'est là qu'il va commencer à toucher le fond, je le vois pas dans le top 10. Très Top bien. 15, mais pas top 10. Alexis, est-ce que tu es aussi pessimiste? Pas autant que Kenan. Moi, je suis exactement comme Cyril, je le pense 4ème. Il a fait un énorme début de saison. Et il aura les 2 premières semaines pour se reposer, comme on pouvait dire, entre guillemets, vu que c'est pas là qu'il aura les plus grandes difficultés. Mais en 3e semaine, il va payer tous ses efforts de début de saison, parce que il a quand même pratiquement remporté tout ce qu'il faisait. Mais le Giro fera exception. Eh oui, il a juste pas gagné l'Algarve et le Down Under, en effet. Voilà. Et je vous rejoins tous, enfin, je vous rejoins pas tous, mais Alexis et Cyril, puisque moi aussi je l'ai mis, entre guillemets, seulement dans le top 5. Et en fait, Kenan, je suis absolument d'accord avec tout ce que t'as dit, sauf que je suis quand même moins extrême que toi, c'est-à-dire qu'en effet, je le vois craquer, mais étant donné qu'en fait toutes les difficultés sont réparties sur une seule semaine, je reviens à ce que je disais à Alexis il y a 2-3 coureurs, c'est-à-dire qu'en fait, ça va avantager les coureurs qui, comme Pozzo Vivo et comme Porte, brillent depuis le début de la saison parce qu'ils n'ont pas à être en forme sur 3 semaines, ils vont être en forme sur une semaine la dernière. Bon, mais il faut pas être non plus complètement crame, y aller en roue libre sur les 2 premières semaines, mais c'est des semaines où il s'agit de suivre. Là où il va faire la différence, ça sera la 3e semaine. Et pour lui, le tout début de la 3e semaine avec le contre-la-montre, où à mon avis tout le monde l'attend. Donc, je le vois en effet absolument pas au même niveau que ce qu'il a montré sur la début de saison. Mais je le vois quand même 5ème, enfin dans le top 5, je le vois quand même pas trop mal, je suis moins extrême que toi Kenan. Et il faut noter qu'il a avec lui, avec la Sky, une sacrée équipe, avec un certain Sergio Henao,
Non, Sébastien Henao. Non, j'ai bugué. Ouais, c'est Sébastien Henao. Bon, qui même qui si est pas mauvais. oui, voilà, même si c'est le frère de Sergio Henao, Sébastien, il a un peu surpris tout le monde en faisant une très bonne étape de montagne sur le Giro de l'année dernière. Oui, de l'année dernière ou de l'année dernière? Oui, de l'année dernière. L'année dernière. Ouais, Et c'est c'est ça. son cousin. Ah pardon, excuse-moi. Ouais, On touche pas à Henao. Hein. ok, donc très bien. Donc le cousin, qui n'est pas non plus mauvais non plus, mais surtout son principal équipier, c'est Koning, qui sort quand même d'une 6ème place sur le Tour, hein, il me semble, ou 7ème. Ouais, qui avait été très bon. Voilà, donc c'est Contre quand même toute pas... attente. Troisième de la chrono, je crois, un truc comme ça. Hein. C'est ça, mais c'est vraiment, il y a Lopez, bon, non, Lopez Garcia, c'est pas forcément un bon exemple. Je voulais parler de l'autre espagnol, Nieve aussi, qui est très très fort, voire même Siutsu. Donc, Sutsu aussi, ouais. ouais, grosse équipe autour de lui, même si je rejoins Kenan sur le fait, même je vous rejoins tous parce que vous êtes tous à peu près, on est tous à peu près d'accord sur le fait que on le voit pas tenir, on le voit en tout cas moins fort qu'en ce début de saison parce qu'on pense qu'il s'est un peu cramé, quoi. Et déjà, à la base, intrinsèquement, je pense qu'il est inférieur à Uran. Donc, je vois pas comment il pourrait le battre, d'autant plus qu'il se donne à fond depuis le début. Oui, c'est vrai parce qu'en fait les courses qu'il a fait jusqu'à présent, c'était des courses où est-ce qu'il y avait de la très très haute montagne? Il y a Ah, pas alors, de très très haute. Non, je vais reformer. Est-ce qu'il y a de la très très haute montagne avec une concurrence digne de ce qu'il a là, c'est-à-dire un Contador, un Uran? Parce que Tour Down Under non, Paris-Nice non, Trentin, il n'y avait pas la même oui. concurrence. Enfin, il y avait une certaine concurrence, il y avait qui? Non, il y en avait pas. Voilà, il y avait Il y, pas a- grand il y monde. avait des chronos surtout, c'est ça qui l'a avantagé. Voilà, il y avait Bah, c'est, ouais, Algarve. Melanda qui finit deuxième, Cataldo quatrième, Cunego cinquième. voilà. Je pense que voilà, c'est pas non plus la concurrence qu'il aura là. Algarve, il n'y avait pas de haute montagne. Le seul pour moi où il y avait de la vraie haute montagne, c'est Catalogne, mais je ne me rappelle plus tout du parcours en fait. Je dis ça Oui, je suis même pas sûr qu'il y en ait eu. parce qu'en Catalogne il y a souvent de la haute montagne, mais est-ce qu'il y en a eu cette année? C'est la grande question. Alors, oui, la quatrième étape, haute montagne, bon, d'une certaine façon, et Porte avait fait deuxième devant Contador, Martin, Kelderman, battu par Van Garderen, mais ça se tenait dans un mouchoir de poche, donc ça a dû attaquer au kilomètre. D'accord, ok. Donc en fait, il a jamais vraiment fait des étapes avec là parce qu'en plus de la haute montagne, le Giro c'est plusieurs cols dans la même journée. Donc j'ai envie de dire que même s'il a des très grosses références en début de saison, je pense que ça représente pas trop ce qu'il va avoir à affronter sur les 3 semaines. Les 3 semaines où en effet il a jamais rien fait, il a toujours craqué sur 3 semaines. Donc Et non ouais. pas qu'il ait fait Sauf, des dizaines sauf l'année ou de sa 7ème place. Voilà, mais non pas qu'il ait fait non plus beaucoup de grands tours où il était leader parce qu'à chaque fois il était avec Froome sur le tour. Donc en fait il a jamais fait C'est un pas grand tour en tant que leader. 2013. En 2013, il n'avait pas craqué d'ailleurs dès le début du tour. Genre c'était une étape où Froome était complètement esselé parce que lui-même En était deux- déjà en à 2000 30 minutes. En 2013, c'était Wiggins le leader de la Sky, donc ça m'étonnerait. Non, Non, c'est en c'était 2012. Froome. C'est 2012, Wiggins. C'est 2012 Wiggins? Ah ouais, merde, pardon. Bah Ouais. oui, 2013 Froome et 2014 Nibali. Putain, ça passe vite les années, c'est un truc de fou. Mais il me semble bien que justement Froome avait été esselé sur l'une des premières étapes de montagne parce que ils avaient déjà fait beaucoup de boulot dans les premiers jours et Porte avait fini à 20 minutes ou une connerie comme ça avec Van Garderen. Je me rappelle. D'accord, ok. Mais en fait, il a jamais été vraiment leader sur une course de 3 semaines aussi. Ça, on peut lui donner Non, entre non, guillemets à c'est son vrai. crédit, quoi. Mm. Bah, dans son truc, c'est pas forcément, c'est presque un avantage dans tout ce qu'on dit parce qu'on dit qu'il craque à chaque fois, mais le seul truc qu'on lui trouve bien, c'est qu'il a jamais été leader. C'est un petit peu, c'est un peu bizarre comme argument. Bah, l'an dernier, il était leader. À partir Oui, mais de la l'an Bandon. dernier, il a craqué parce que pourquoi il était malade, non? Il me semble l'année dernière. Il l'a pas fait, il me semble même, il a Si, abandonné il l'a avant. fait, mais il était derrière Geraint Thomas. C'était risible. Ouais, mais il l'a fait en étant, je suis pas sûr qu'il était aussi fort que. Il a pas craqué, il était inférieur, quoi. Il était pas en forme du tout. Très mal préparé. Peut-être malade. Malade sûrement oui parce qu'il avait loupé déjà plusieurs tours d'une semaine ou un truc comme ça il me semble. Oui, c'est vrai qu'il avait même pas fait Paris-Nice. Parce que l'année dernière c'était la merde chez Sky parce que lui était pas là, Froome avait encore une fois mal au dos pour Je crois que Tirreno. c'était Henao qui devait être leader à l'origine, mais qui avait été, il avait été suspendu, il me semble, vous vous rappelez pas? Henao a été auto-suspendu par son équipe, parce qu'il y avait des trucs dans son passeport, et du coup c'était Porte qui était sorti du chapeau pour être leader sur le Giro, du coup, je me demande si c'est pas ça qui a fait que, de mémoire, hein, là sur le coup, là je me lance dans un truc, il me semble que c'était ça, qu'il était sorti du chapeau en tant que leader, mais que c'était pas prévu au début, et du coup. Ouais, Ouais, l'an ça dernier, peut que ce soit ça. Est-ce qu'on est en train de dire des énormes conneries? J'en ai aucune idée. je ne sais pas. Donc l'an dernier sur le tour, il était malade à partir de la 2e semaine, pneumonie. Ah, voilà. Donc ça explique sa craquante. Sachant que quand Nibali, je crois que c'est l'étape où il y avait Nibali et Contador qui jouaient ensemble et qui se lâchaient pas. L'étape que Galopin Contador avait gagné, je crois. Ou Galopin Oh là avait là. pris le jaune.
On parle de quelle année là, de 2013 ou 2014? 2014 Sur sur ça, sur le tour. abandonné avant. Oui, Non, 2014, parce que 2014 Contador- c'était avec Quintana 2014. Non, mais je parle du Non, tour. on parle du tour. Ah pardon, putain, mais moi je suis Aussi, Théo. ah mais je suis complètement largué les gars, putain, n'importe quoi. Ok, très bien. Le tour l'an dernier, à un moment, t'as Contador et Nibali qui s'étaient pas lâchés d'une semaine et qui s'étaient laissés lâcher par les autres coureurs, même des Valverde et des Portes. Et à ce moment-là, Porte était passé deuxième du général. Oula, je me souviens pas de ça, moi. Je sais qu'à un moment... Oh là là, et là, Contador- sur ce dernier coureur, c'est la craquante complète là. Là, toute notre incompétence se révèle, c'est un truc de fou. Et donc, non, c'était l'étape gagnée par Cadry à Gérardmer. Non, même pas, parce que Si. gagné par Cadry. Nibali et Contador se sont pas lâchés, mais ils avaient pris de l'avance. Oui, en fait, ils avaient pris de l'avance. Bah Ils oui. finissent deuxième, troisième, et Porte est quatrième. Donc à ce moment-là, il est bien. Ouais. Juste après l'abandon de Contador, il craque. Parce que Galopin, il a gagné après dans près de la troisième semaine, et il a pris jaune en milieu de la deuxième ou une connerie comme ça. Après que Contador, Il a Et pris le abandonné. jaune quand Contador a abandonné, le jour même. ouais, un truc comme ça. Très bien, j'ai rien compris à votre discussion, mais on va dire que c'est ça. Ok, très bien. C'est tout à fait ça. Ok, très Donc, bien. pour en revenir à quelque chose de sensé, du coup. Voilà. Ben, je pense que Porte, on est tous d'accord pour dire que, ben voilà, il va être Bah, cramé tranquille. le monsieur Porte. Aussi, on va tous se tromper, il va dominer le Giro, mais bon, j'y crois moyen. Voilà, donc on a fait le tour des gros favoris, et j'ai une petite liste de mecs qui sont, disons, le troisième rideau de ce Giro. Donc on va aborder très très rapidement, j'ai envie de dire. Enfin, très rapidement, on va faire vite fait 2-3 minutes pour les détailler. Alors arrêtez-moi si vous avez quelque chose à dire. Atapuma de BMC, 7ème du Tour de Catalogne quand même cette année, et 18ème du Giro en 2013. Un commentaire à faire, quelqu'un y croit? Oui. Ouais. Voilà. Top 10. Ouh, Kenan le met dans le top 10, donc en effet ça fait, pour un mec dans le troisième rideau, ça serait une sacrée performance. Ah, il y en a toujours sur le Giro, encore plus. Bon, Bah, voilà. vous, en est le parfait exemple. Voilà. C'est avec Podovivo, c'est sans doute Ouais. le mec le plus petit du plateau, parce que lui aussi il fait 1m50, il fait 1m60. À côté de ça. Burgard, il ressemble à rien. Ah oui, non, de Rast, non, il me semble qu'il a côté de Rast ou un truc comme ça. Je sais pas, mais un des deux, c'est presque Il y a une honnête, photo alors. en effet, il y a une photo très connue, ouais, où on le voit à côté d'un coureur de la BMC. Ah, il me semble que c'est Burgard. Ah, peut-être, je sais plus Je dis exactement. peut-être des bêtises. En tout cas, un géant, il y a juste 5 têtes de différence. Voilà, donc C'est ça. le nain Tapuma, top 10 pour Kenan, sacré pari. Ensuite, alors là, je sais que ça va être pour Cyril, Chavez de chez Orica. Eh si, ça va. Tu le vois ou pas? Tu le vois? Il sort d'une saison 2014 Non. où il a brillé en Suisse, en Californie, au Tour de Beijing, bien sûr, et au Tour de Langkawi, hein, il fallait le dire quand même, c'est deux grosses courses. Et il fait 13ème du Tour de Catalogne 2015. Tu y crois, Cyril, ou pas? Pas pour le top 10, mais pour des coups, des échappées, et pourquoi pas même le maillot du grimpeur s'il le joue, je sais pas. Ça Ouais, dépend. j'avoue, Pour ouais, je trouve qu'il a exactement le profil qui convient pour ça. Mm. Ensuite, nous avons Pirazzi de la Bardiani, qui a gagné Ouais, une il va étape, attaquer, lui. Il une va étape de juste l'année dernière, mais voilà, oui. Bien, C'est le sympa. type qui réfléchit pas, donc... lui- Très bien, très bien. Il a fait quand même Très 11ème du 31 cette année. Oui, mais sans réfléchir. Très bien, très bien, donc ok. Il va attaquer, très bien, c'est le Churuca italien, très bien. Nous avons C'est ensuite ça. Reichenbach de la Gamme, qui a brillé Ah. l'année dernière sur le Dauphiné, etc., mais cette année n'a pas fait grand chose. 17ème du Tour d'Andalousie. Vous y Il croyez a un ou nom pas? à jouer de l'accordéon. D'accord, Cyril, c'est une observation dont pouvait se passer, mais qui peut être intéressante. S'il y a des joueurs d'accordéon parmi nous, envoyez-nous vos noms de famille, qu'on sache si en effet cette théorie est vraie ou pas. Mais sinon, en matière cycliste et non pas accordéoniste, vous y croyez ou pas? Pas vraiment. Enfin, il va jouer, là, il va essayer de jouer la gagne pour le meilleur jeune, mais il va rester à la troisième ou quatrième place, comme ça. Puis ce sera satisfaisant pour lui. Parce qu'il est encore tout jeune, il me semble. Ouais, j'ai envie de dire que c'est Il a Haroux. 26 ans, donc non. J'ai envie de dire que c'est Haroux Ah, qui va le dominer, le classement de meilleur jeune. Je vois pas trop qui c'est qui va le concurrencer pour. Ah bah, Reichenbach a vieilli. Je le Eh pensais bah encore oui, plus jeune. Ouais, ça arrive. On verra s'il y a progresse en tout cas, on verra bien. Imaginez à 25 ans, pas 26. Ensuite, on a un autre Polonais, toujours avec un nom prononçable, Smith. Sylvestre. Non, c'est ouais, Sylvestre. On va l'appeler Sylvestre, ok? Schmitt. Voilà, Schmidt. Ah ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Putain, j'ai passé pour un con là. Donc Schmidt, en effet. Ça fait allemand comme nom. Ça fait allemand comme nom. Ah, la Pologne, c'est pas loin. Ouais, il y a même des années où c'était la même chose, c'était le même pays, mais bon. Alors, tout ça pour dire que donc Schmidt, donc coureur de la CCC, troisième du Tour de Croatie cette année. Je pense que cette performance le classe directement dans un favori au top 10. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh bah vainqueur.
Très bien. Ah, heureusement que Rebelli n'est pas là, parce que sinon il aurait été dans son ombre. Mais D'ailleurs, pourquoi Rebelline n'est pas là? il est blessé. Oh merde. Il est dopé. Le tour de... Ouais, non, mais là, Autour de il est Turquie, blessé, il faut qu'il change le carburateur, en fait, tu vois, c'est un peu de la merde et tout, là. Ah mais la dernière étape du Tour de Turquie, il était deuxième général, puis il est tombé, il a abandonné, il est mal. Non, ils avaient dit avant qu'il allait pas faire le Tour d'Italie. Ils ont dit le jour où il est tombé, en fait. Très bien. Ouais, bah forcément, s'il tombe, on va pas faire le Tour d'Italie. Bon, Non, quoique, avant, je le pense que matin, personne, le je matin, pense que il très était- sincèrement, personne ne croit en Smith, hein. Je pense que... Bah non, il a 37 ans. Donc ça commence Ça va à faire, sachant qu'il a jamais rien fait. Enfin, jamais... Oui. Disons qu'il a jamais été leader. Là, pour une fois qu'il est leader, mais bon, c'est vrai qu'à 37 ans, il a pris Bah, un je- troisième place au Tour de Croatie, ce qui veut dire qu'il a sans doute été battu par un coureur comme, j'en sais rien, Jurassic. Emmanuel Kizerlowski, le frère aîné, j'en sais rien. Enfin, bref, voilà. Alors en 227 étapes du Giro, il a fait un top 10. Cette statistique résume très bien ce que va faire Smith. Ah, il va Cette attaquer. Voilà. Ok, alors ensuite j'ai qui dans la liste? J'ai Elisonde, pour les Français, vous y croyez? Vous y croyez pas? Ouais, il va essayer d'avoir une étape. Ouais. Il tout avait cas- fait une bonne Vuelta, je crois. Bah, il avait Ouais, il gagné, est pas large, quoi. il a gagné une Ouais, super il avait étape. gagné sur au Giro. Exactement. Et puis il a pas fait 12e ou 13e, un truc comme ça. C'est génial, ça Qui peut-être. gagnera. C'est pas de chocolat, qui gagnera. J'ai rien compris. Moi non plus. Mais c'est pas grave, Cyril a sans doute dit un truc très intelligent, mais voilà, il ne dit jamais deux choses intelligentes à la suite, donc c'est fini, on ne pourra plus en avoir. Alors Elisson, quand même, avant de partir sur un coureur, je tiens à vous dire que sa meilleure performance 2015, c'est une 22e place de la route Angèle. Ça vous place le bonhomme, hein, vous y croyez? C'est prestigieux. Voilà, merci. Qui a gagné la route à Angèle? Ah non, mais je sais même pas. Ben, il y a 21 mecs qui sont devant, quoi qu'il arrive. Alors, ensuite, alors après, c'est pas forcément, on va citer d'autres coureurs, mais c'est pas forcément des mecs qui vont jouer le général. La première liste de mecs que je vous avais dit, c'est des mecs qui potentiellement pouvaient briller au général parce que c'est des bons grimpeurs. Là, je vais plutôt parler de puncher. Donc là, je vais vous balancer la liste à la suite. Là, vous allez me dire s'il y a peut-être un ou deux sur lesquels vous voulez insister. Il y a Pelizzotti, Battaglin, Colbrelli, Gilbert, Gilbert c'est mieux. Ulissi, dont on a parlé pendant qu'on parlait de Niemek. Visconti de la Movistar, Gerrans, Geschke chez Giant Shimano et Gianpaolo Caruso. Enfin, Gerrans, on sait pas trop parce qu'il connaît un début de saison assez médiocre quand même. Il me semble que sur Liège ou l'Amstel, je sais plus laquelle des deux, il avait 7 jours de course avant d'arriver. Bah oui, parce qu'il a été blessé en début de saison, du coup, on était même pas C'est sûr ça. qu'il puisse revenir pour les Ardennaises. Donc moi je compte pas vraiment sur lui en fait. Vas-y, impose-toi Cyril, vas-y. Et en fait, Gant s'est cassé le coude, je crois. Et ensuite, il est revenu et Stradivanki s'est cassé la clavicule ou l'inverse. Et voilà, donc au final, il a pas fait de saison et il est arrivé là, sur les Ardennaises à peu près. Le pronostic, c'est à quelle étape il va abandonner. C'est ça. Ah non, 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 il va aider Matthews. Il va gagner l'étape. Ouais, Ouais. il a le profil. Tout Ah, comme, il y est pas assez fort, je pense. Ah oui, regarde, au bout de la 32e semaine, l'étape vallonnée là. Bah, justement, l'étape vallonnée, moi je pense qu'elles seront plus pour Matthews, parce que l'année dernière, il en a gagné une qui était assez vallonnée, et à mon avis, Gerrans va... C'était une sacrée côte la dernière. Voilà, donc je pense que, en plus, il était bien sur l'Amstel, le Matthews, donc je pense que Gerrans va plus rouler pour Matthews dans le final. Ouais. je pense que Gerrans, quand même, cette année, il a autant de chutes que le jour de course, parce qu'il a chuté 2 ou 3 fois sur la Liège. Deux Putain. fois. Ah bah, Ouais, c'était un truc de il ouf tente aussi. de battre le record de Daniel et Martin. C'est ça. Non, de Menchov. Je pense que le record, c'est Menchov qui le tient, ou un truc comme ça. Martin, c'est quand même le mec qui tombe dans le dernier virage de Bastogne-Liège, il revient pour le Giro, il tombe dès la première étape. C'est pas faux. Mais il y a de la concurrence dans cette discipline. Mon Coutier et tout, on revient là. Ça, c'est des légendes des chutes, hein, mon Coutier, Et etc. en fait, tu gagnes Liège, Bastogne-Liège, Et et après, un an après, t'es dans la merde. voilà. Et donc là, celui qui doit enfin, il va prendre sa retraite, c'est Valverde, parce qu'il dit, c'est pas possible. Hein. Si je reste 6 mois de plus, je vais me faire écraser par un chameau. Un chameau, mais oui, bien sûr. Ouais. Sans doute autour de Turquie ou un truc comme ça. Non, je sais pas. Et tout à fait. Voilà. Quel est ce cliché Théo, là, c'est... En plus, il y a même pas de chameau de Turquie. Hein. C'est plutôt de côté. Enfin, bref, on s'en fout. Alors dans la liste que je vous ai donnée, quand même, celui que Visconti, moi j'y crois. Comme tous les ans, ils vont en claquer une, je pense. Et après, Battaglin Colbrelli de la Bardiani. Une petite équipe Battaglin. italienne qui tous les ans fait son contrat, c'est-à-dire une étape du Giro, même si l'année dernière ils en ont gagné 2, 3 même, non? même 3, oui, Coledan aussi qui avait gagné, il me semble. Ouais, Donc, en Battaglin, effet. il a gagné presque une par an, hein. Battaglin, Coledan et Pirardi, là, le trio gagnant, cette année il y a Colbrelli en plus. Donc Il en n'y en a pas un effet, qui a fait un bras d'honneur aux journalistes aussi, je crois que c'est Piradi. ouais, c'est Pirardi, je crois, ouais. Ah là là. T'as raison, sans réfléchir, hein, Kenan. Sans réfléchir. Pirardi, sans réfléchir.
Très bien. Je pense qu'on peut attaquer sur la dernière partie du Giro, j'ai envie de dire. Les sprinters. Alors, c'est sans doute pas la truc la plus passionnante, donc c'est pareil. Je vais les lister vite fait. Et ce que je propose, c'est que vous allez me dire chacun à votre tour un ou deux sprinters que vous voyez particulièrement briller sur ce Giro. Donc, je vais les classer par ordre de prestige, j'ai envie de dire. La tête d'affiche chez Greipel. Derrière, il y a Nizzolo, Modolo, Lobato, qui n'est pas italien malgré que ça se termine en haut, Matthews, Arndt et Mesdek. Mesgetch, ouais, merci. C'est toujours des prononciations de chez Giant. Viviani également de chez Sky. Et ensuite, il y a une flopée d'autres mecs qui je trouve un petit peu moins bons. Il y a Apollonio, il y a Ruffoni, Zabel, dont on attend la révélation depuis 5 saisons. Paul. Il a 20 ans. Hein. Oh, il en a plus de 20 ans, non, il en a 22, 23. Ah, Il en a 21. Bah, il a plus de 20 ans, donc c'est bien ce que je dis. Hein. Ne me Il en avait pas. 19 il y a à peine quelques temps. Techniquement, il y a 2 ans, il avait en effet 19 ans s'il a 21 ans. Merci, Alexis. Donc Bolé ensuite de CCC, Bounen que je cite là, même si je pense qu'il y a personne qui va vraiment s'intéresser à son cas là. Pellucci. Première participation au Giro pour lui quand même. Ah ouais. C'est vrai. Ouais. Ah ouais. Bah c'est plus c'est sa dernière saison. C'est plus un sprinter Bounen de toute façon. Enfin, ça m'étonnerait qu'il fasse Oh, quelque chose. mais il peut s'en sortir et suivre, dans une petite étape qui monte un peu sur la fin. Il y a moyen qu'il claque un top 10. C'est beau l'espoir, très bien. Je termine ma liste vite fait. Donc il y a aussi Pellucci, Belletti, Offland et enfin un dieu vivant, Alexander Porsev que je vois gagner toutes les étapes de ce Giro. Voilà, tout est dit. Flèche de l'Oural. C'est exactement la flèche de l'Oral. Pour moi, c'est lui qui va tout remporter, classement par points, même la montagne et tout ça en wheeling. Voilà. Bon, plus sérieusement, allez-y s'il y a des sprinters que vous voyez briller, je sais pas. Alexis, t'en vois un particulièrement se distinguer. Nizzolo et Mesgetch. Surtout ces deux-là. Mesgetch, il en a claqué une l'année dernière. Et la dernière, ouais, la 21ème. Donc je pense qu'il y a moyen qu'il se débrouille avec Nizzolo. Mais mon cœur va pour Offland. Ah, J'aimerais bien vraiment sûr. qu'il en remporte, mais... Sur une arrivée difficile Offland parce qu'on sait qu'il passe bien les bosses, donc peut-être pourquoi pas, ouais. À mon avis, ça peut être le mec qui peut gratter une étape à Matthews, alors qu'elles sont plutôt taillées pour lui. Ça peut pourquoi pas s'inverser le plat, il se débrouille pas mal aussi. Il a gagné une de Paris-Nice il y a 1 an ou 2 devant Boigny, qui était le dernier maillot rouge du Giro quand même. Il n'a pas gagné il y a quelques jours, au fond. Si, aussi. Il me semble. Mais voilà. Si, il a offert Et la première victoire à la Lotto Jumbo. C'était où d'ailleurs J'ai vu la course, mais je peux pas dire où c'était. Tu vois trop de courses, Cyril. Très bien, très bien. Bon, on chopera pas le nom là, donc du coup on peut enchaîner. Un autre sprinter peut-être. Donc tu nous as dit Nizzolo, Mesgetch et Offland, pardon. Qu'est-ce que tu dis, Cyril? T'as trouvé le nom de la course? C'est au Tour du Yorkshire. Ah oui, voilà, oui, tout à fait. Exactement. Effectivement, la première étape. Cyril, des sprinters? La dernière étape. Gripple, je le vois sur le déclin. Donc, il va en gagner une, mais c'est tout. J'ai rien compris. Je pense qu'il a dit Greipel. Greipel, il a dit. Ouais, il va en gagner une, mais il sera pas aussi impérieux, je pense. C'est ça qu'il a dit. Voilà. Très bien. Étant donné que la qualité son est formidable, Cyril, je vais te demander de t'arrêter là. Merci pour cette participation, c'est donc Greipel. Kenan, un sprinter? Ou deux? Ou zéro? Et Reza. Mesgetch et Reza, oui, la grosse cote. Reza, il commence à prendre confiance et en plus il est leader pour le sprint. Donc, oui, je pense qu'en fait, FDJ, de toute façon, ils ont aucun leader pour autre chose que pour le sprint. Sans Boigny, forcément. Et sans démarre. Bah oui, non, Boigny, il démarre pour le tour. Oui, et des Boigny, surtout les chez Cofidis, hein. C'est bien d'avoir suivi, mais c'est pas grave. Bah, c'est pour ça, mais... depuis qu'il est plus là, ils ont comment il sait se rattraper aux branches? Oui, je non, l'ai mais dit. il sera bien emmené, le Reza, il a Fischer Murilo Fischer pour l'emmener juste à la fin. Et il a des rouleurs comme Anthony Roux et Johan Lebon, qui sont spécialistes des trains. Oui, mais très sincèrement, est-ce que tu vois la FDJ faire un train pour Reza quand t'as Greipel et tout en face? Et Cyril, peux-tu arrêter de faire l'amour à ton micro, Cyril, s'il te plaît? C'est très désagréable pour les oreilles. Il l'avait bien fait pour Boigny. Je pense qu'il va faire quelques podiums d'étape. Oui, non, mais Boigny, faire un train pour Boigny, c'est pas la même chose que faire un train pour Reza, quand même. Il aura tout le temps d'être pour Boigny. T'emmènes un sprinter, tu l'emmènes, Non, mais là, c'est assez évident que l'équipe est tournée autour de lui, qu'il y a 3 ou 4 coureurs qui sont là pour lui. Ok. Personnellement, les sprinters que je voyais bien briller, moi c'était aussi Nizzolo, que je voyais très sincèrement
venir vraiment embêter Greipel sur le nombre de victoires potentielles, ils vont sans doute se tirer la bourre. Pour moi, c'est les deux meilleurs qui sont alignés au début de ce Giro. Et j'aimerais bien aussi voir Viviani, qui, je sais pas, qui est capable du meilleur comme du pire, j'ai l'impression. Des fois, je le vois super haut dans les classements et des fois, je le vois 20ème d'un sprint. Voilà. Et ensuite, j'aimerais bien, pourquoi pas la révélation Arndt, même si ce serait pas tellement une révélation, mais pourquoi pas. Il roule pour Mesgate, lui. Donc déjà, j'ai envie de dire qu'entre les deux, c'est quand même presque du même niveau. Mesgate passe bien les bosses, peut-être, et Arndt beaucoup moins, donc peut-être que Arndt va se contenter des sprints là, ça sera une espèce de Degenkolb Kittel bis, hein. Je sais pas. Bon. Mesgate, on a claqué une l'année dernière, donc je pense qu'ils vont pas vraiment tenter. Oui, c'est sûr, j'avoue que c'est en effet sans doute lui qui aura la préférence. On verra si dès les premières étapes, Mesgate se trouve complètement, ils vont peut-être passer Arndt leader ou... Ouais, pourquoi pas. Puis voilà, je trouve qu'il a un super prénom, Niklas, quoi, je sais pas. Ça pète, voilà. Ça Voilà. fait troisième Reich. Aussi. Tu viens de me faire passer pour un magnifique nazi, merci beaucoup. Pour finir ce podcast qui est déjà assez long, il faut dire qu'on avait beaucoup de choses à dire sur ce Giro. La question du jour, j'ai envie de dire, celle qu'a proposé Kenan et qui va sans doute durer exactement 25 secondes. Que vont faire les Français sur le Giro, étant donné qu'il y a vraiment personne? Lance-toi, Kenan, c'est toi qui es l'instigateur de cette question. Fais-nous rêver. Il y a Reza qui va gagner 4 étapes. Elisson va faire 4ème du général et gagner 4 étapes. Et Geniez va gagner le maillot de meilleur grimpeur et de meilleur jeune alors qu'il a plus l'âge. Là, ne me demande pas pourquoi, il va le faire. D'accord, ouais, ok, pourquoi pas. Et c'est vrai que Geniez, on en a pas parlé. Ah oui, vas-y. Ça va être un équipier parfait. Comme je le disais. D'accord, très bien. Mais Geniez, on en a pas parlé. Et Geniez, ça, je sais pas, on a cru que ça allait être pourquoi pas un bon grimpeur français, mais finalement, il reste un petit peu dans l'ombre de Pinot, etc. Enfin, forcément, à l'FDJ, tout le monde est dans l'ombre de Pinot, mais en montagne, est-ce que vous le voyez, pourquoi pas se révéler, même s'il a 27 ans maintenant, ça fait je sais pas combien d'années qu'on l'attend. Comme dirait Cyril, c'est un peu une énigme. Parce que, enfin... Oui, mais il est motivé. C'est-à-dire, je sais pas. Non, c'est pas ça. Il a fini 13e ou 12e d'une Volta ou d'un Giro, je sais plus lequel. Mais... Et le Giro l'an dernier, effectivement. Attendez, vous confondez pas, et Mouret. Non, Geniez, 13e du Giro l'an dernier. Voilà, Mouret, il a terminé dans les 15 premiers d'un Giro il y a une ou deux saisons. Ouais. Mouret, le 2011. Ouais, enfin, c'est comme Gadré, 3e, voilà. En 2011, c'était en 2013, il me semble, Mouret. Calmons-nous. C'est comme Gadré 3e, ça arrivera plus jamais. Mais... Gadré a beaucoup plus prouvé qu'un Geniez, qu'on attend toujours. C'est pas faux. Mais moi, je pense vraiment qu'il va finir dans le top 15, un truc comme ça. En claquant une étape. Je le vois bien claquer une étape, tout comme Chavanel d'ailleurs. Ah oui, Chavanel, on en a pas parlé. Et non. Mais moi, je le vois rien faire du tout, Chavanel. Très sincèrement. Quand tu sais que Jérôme Pinot a gagné une étape en 2008, Chavanel peut en faire autant. Il y a Clément Chevrier. Non, mais sérieusement, lui, c'est un espoir, je crois. Coureur de la YAM, en effet. Pour au moins ses parents. Ils espèrent. Très bien. Non, mais attention, hein. Il va vous surprendre. Très bien. En fait, si je devais résumer, personne ne croit en rien. À part Reza pour Kenan, je pense qu'il était sincère sur Reza. Peut-être pas sur les 4 étapes, mais sur les sprints, oui. Mais non, sinon, par contre, Elisson, j'y crois un petit peu. Moi, je crois plutôt en génie. On n'a pas entendu Cyril, d'ailleurs. Non, mais Cyril, on veut pas l'entendre parce que Cyril ne comprend rien à ce qu'il dit. Donc non, Cyril est d'accord avec nous. Très bien. Voilà, j'essaie vite fait de passer à travers la startlist pour voir s'il y a d'autres Français, mais en fait, il y a vraiment pas grand monde. Donc effectivement, à part quelques placettes de Reza et pourquoi pas voir briller sur une étape Elisson ou Geniez qui s'échappe. Génie, elle fera un top 15. Voilà, alors c'est-à-dire que Geniez, ouais, top 15. Mais d'étape ou... est-ce que vraiment il a intérêt à essayer de faire un top 15? Aucun intérêt. Voilà, alors que s'il fait un top 15, ça veut dire qu'il sera pas si loin que ça au général, du coup on ne laissera pas beaucoup de liberté. Il vaut mieux peut-être qu'il se batte pas pour faire le top 15, mais qu'il essaie de décrocher une étape, ou au moins un podium sur une étape avec une échappée, quoi. C'est pas en décrochant des étapes parmi les échappées où tu vas battre Hernando au sprint que tu vas pouvoir t'affirmer comme un leader de grand tour. Ouais,
Faudrait déjà qu'il ait la possibilité de s'affirmer comme leader de grand tour, parce que pour l'instant, même si on attend beaucoup de lui, comme je l'ai dit juste avant, il a jamais rien prouvé. On attend qu'il éclose, mais il a 27 ans. Enfin, je sais pas s'il a 27 ans, mais il doit se rapprocher. Crois qu'il Si, c'est ça, il doit avoir Il a 27. 27 ans, il a 27 ans. Très bien, très bien. Quelle Bon, mémoire. c'est un peu osé, mais je l'ai comparé à Pinot. Pinot, il est arrivé sur le tour, il a gagné l'étape, mais après, il a suivi au général. Et Ouh, le palmarès de Pinot et de Geniez n'est pas tout à fait le même, et surtout Pinot, C'est ça. il a brillé beaucoup plus jeune. Geniez, il est Je plus sais. vieux. Mais, enfin, on retient surtout le fait que Pinot avait tenu le top 10. Bon, un peu plus que son étape, je pense, donc Génie a plus intérêt à essayer d'accrocher le top 10 qu'une étape. Bah, pour preuve, il a gagné une étape sur la Volta, mais personne n'en parle. Ouais. Est-ce que d'ailleurs, ce serait pas Mouret le... Moi, j'y crois pas. Non, Ils non, sont non, Geniez. Geniez a fait 13e l'an dernier. Mouret a fait 15e, je crois, Oui. il y a 3 ou 4 ans. Non, en 2013, Ouais, je il me savais semble. même pas qu'il Ça grimpait, remonte là. pas autant. Je crois que c'est en 2013, il me semble. Mais qu'est-ce qu'il foutait là? Il me semble que c'est en 2013, hein, je me semble. Et je tiens à dire que Reza, que tu vois très très haut, n'est même pas encore annoncé officiellement sur la start list en fait. Ah, c'est un Et- remplaçant. Ouais, parce qu'en fait la FDJ, il y a 10 noms, et Geniez est le 10e en fait, celui qui n'a pas de dossard. Du coup, Non, Reza. Reza. Reza, pardon, excusez-moi. Ouais. Donc du coup, ton pronostic des placettes sur les sprints pourrait ne pas se réaliser du tout s'il n'est pas au départ. Hein. Et ils ont même pas Geoffroy Souple qui n'est plus là, je crois. Si Il est je encore là ou ou- Geoffrey? Il y a un O ou pas? Non, c'est pour ça. Alors c'est Geoffrey. Eh bien, c'est sur cette discussion passionnante que, à mon avis, on peut tirer notre révérence, parce que je pense qu'on a à peu près épuisé tous les sujets. Ben, si, pour vous préparer pour le Giro, je pense que vous êtes à peu près là, vous savez à peu près qui surveiller pour le général, qui surveiller pour les sprints, qui surveiller pour les étapes, vous connaissez à peu près la disposition du parcours, vous savez également que les Français seront minables. Euh, non, j'exagère un petit Présent. peu. Je n'exagère un petit peu, là, je fais un petit peu de troll. Non, en effet, les Français seront pas là pour le général, ça on peut le dire, je pense sincèrement, à moins que Lisson nous sorte un gros truc. Mais il faudra les surveiller, pourquoi pas sur les étapes. Et donc, je pense que ça va être le temps de se dire au revoir. Mais, juste avant, le nom de ce podcast. Je m'en doutais. Voilà, parce qu'en Voilà. effet, avant de lancer le podcast, on s'est dit, il faut un nom à ce podcast. Mais, C'est une idée. voilà, on a eu une idée... Non. On a Alexis, une idée géniale. il y a Alexis, une idée minable, sur laquelle je m'oppose magnifique idée. particulièrement. Alors vas-y, Mon jeu de mots est parfait. voilà. Vas-y. Alors, est-ce que tu vas oser le dire? Vas-y. Alors là, il faut que tu assumes jusqu'au bout, Alexis. Comment Je tu vais voir, proposes... Vas-y. Attends, je les retiens encore un peu parce qu'après ils vont tous partir en courant. On a décidé de s'appeler les balances parce qu'on va peser Non, ça. on n'a pas décidé. Tu proposes les balances parce que on pèse sur le cyclisme. C'est déjà, c'est une ambition énorme, mais Je propose à ceux qui nous ont écoutés jusque-là de trouver notre nom. Mais votez pour- Et il n'empêche que pour l'instant, il y en a qu'un et il est très bien, c'est les balances, parce qu'on pèse sur la course. pitié, auditeurs, trouvez un truc différent et votez pour ce truc. Je ne veux pas lancer les podcasts en disant bonjour, c'est les balances. Jamais je ne pourrais m'habituer à ça. La phrase derrière, c'est bonjour, nous sommes les balances parce que nous pesons sur la course. Voilà, ça serait encore pire. Donc voilà, Ou tu peux lancer en disant wesh on pèse. Ouais, non, ça sera sans moi, ça. Bref. Donc voilà, proposez des noms. J'espère que vous avez un peu apprécié ce podcast. Un mot à rajouter, les gars? Bon, moi ça me fait très plaisir de le faire en tout cas. Très bien. Exactement pareil. Cyril? Merci. Alors, non, Cyril, un mot, vas-y. Tempête. Ok. J'ai même pas compris. Ça devait être une blague, il a dû dire un mot qu'il avait pas compris. J'ai pas compris non plus, c'est pas J'ai grave. compris pompette. Voilà, très bien. Cyril finit comme il a commencé, par un... voilà. Ben voilà, j'espère que vous avez aimé ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre et à rester aware si jamais il y a une suite à ce podcast. Ça nous plairait bien, parce qu'on s'est quand même assez amusé sur cette heure et demie, voire même plus d'une heure et demie. On doit approcher les 2 heures là. Non, on est très 1h45, un truc comme ça. Mais bon, c'est ce parce que que c'est le Giro, c'est un des gros rendez-vous de la saison, donc c'est forcément quelque chose qui va durer un petit peu longtemps. On fera sans doute des formats beaucoup plus courts quand il y aura beaucoup moins d'actualité, quelque chose de beaucoup moins chaud. Mais voilà, j'espère que vous avez apprécié 7h45 en notre compagnie, que vous nous écoutiez dans le métro, dans votre lit, je sais pas, au travail. Où est-ce qu'on pourrait nous écouter dans les chiottes, et aussi parce que il faut des fois ça dure longtemps, donc il faut s'occuper. Bref, ben voilà, j'ai envie de dire au revoir les gars et à la prochaine. Ciao. À plus. Ciao.